Je ne le faisais pas tout au début de ma carrière, mais j'avais compris quand même, quand je suis au chevet de mon papa en 94, voilà, je suis pas très âgée à l'époque, et je lui parle, il est dans le coma, c'est un coma imposé, mais provoqué, mais je lui parle, c'est-à-dire j'arrive, je lui dis bonjour papa, c'est Odile, voilà, je suis là, je prends les pouls là aussi, parce que j'ai déjà quand même appris à le faire, et je vais lui parler, et les infirmiers du service, c'était un magnifique service de réanimation à Paris, et les infirmiers du service, notamment deux, vont me dire c'est incroyable, vous savez, on se surprend maintenant à parler à nos comateux, parce que on vous entend parler à votre père. Au début, on vous prenait un peu pour une folle, hein. Faut qu'on vous dise quand même, on disait, mais enfin, les médecins, elle ne sait pas qu'il ne peut pas l'entendre. Et maintenant, on vous écoute. Et donc on se dit, et si ils nous entendaient? Ça, c'est dans les années 94, c'est l'année 94. Et très vite derrière, effectivement, il va y avoir beaucoup de démonstrations, de témoignages aussi, de gens qui vont dire, mais moi j'entendais tout. Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui pour cet entretien que j'ai le plaisir de vous proposer. Alors, j'ai un immense plaisir de recevoir aujourd'hui Odile Myriam Ouaché, qui est médecin et psychosomaticienne que j'ai rencontrée il y a quelques mois. Elle va nous parler médecine, spiritualité, c'est passionnant, mais avant cela, je vous invite à nous soutenir. Nexus est un média indépendant et sans publicité. Nous sommes disponibles en kiosque et sur nexus.fr. N'hésitez pas, car c'est grâce à nos lecteurs que nous pouvons vous proposer une information libre, indépendante et des contenus comme celui-ci. Et je vous invite aussi, pour les 25 ans de Nexus, déjà un quart de siècle, à nous retrouver le 5 septembre prochain au Théâtre du Gymnase pour la grande soirée événement. Le lien dans la description. Ce sera une soirée exceptionnelle avec tous les invités quasiment que nous avons reçus cette saison, que vous adorez, et les médias partenaires, les très nombreux médias partenaires que vous suivez et qui ont répondu présent. Les places partent très vite, donc n'hésitez pas à les prendre sur le lien dans la description. Et tout de suite, je reçois donc Odile. Bonjour Odile. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté cet entretien pour Nexus. Alors, j'ai eu le plaisir de t'écouter pour une conférence en partenariat avec l'Observatoire du réel, durant laquelle j'étais présent sur Hildegarde de Bingen, un personnage que je ne connaissais pas, qui est une guérisseuse, on peut dire ça comme ça, très spirituelle, qui t'inspire apparemment, à travers laquelle tu te retrouves énormément. Et tu nous as fait découvrir cette personne qui a vécu au XIIe siècle en France. Non, en Allemagne. En Allemagne. En Allemagne. Et qui t'a inspiré. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de similitudes entre vos énergies, vos parcours. En tout cas, tu t'y réfères très souvent. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ta joie de vivre déjà, ta capacité de nous transmettre énormément de connaissances à travers ce que tu as découvert en médecine. Alors tu as été aussi urgentiste, donc tu as dû voir des choses assez difficiles qui t'ont vraiment forgé un tempérament, j'allais dire, très éloigné de ce qu'on pourrait voir parfois quand on est aux urgences dans les hôpitaux parisiens. On voit des gens assez fermés qui se blindent pour éviter d'être impactés parce que tu as vu des choses très dures. Et finalement, toi, ça t'a apporté une énergie inépuisable que tu as apparemment depuis tout petite parce que tu as cette petite flamme, un peu cette inspiration surnaturelle, on va dire. Je sais pas, parfois tu te définis comme connecté ou médium. En tout cas, tu as des dons, voilà, que peu de médecins ont. Et tu fais aussi appel beaucoup à tes connaissances en médecine chinoise. Et tout cela mélangé, ça fait moi une médecine que j'aime beaucoup, qui relie l'humain, la science traditionnelle qu'on connaît et qui est très importante en urgence, mais aussi les médecines anciennes, non conventionnelles. Et je vais prendre le fil de ta vie pour qu'on puisse dérouler cette petite bobine pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc tu es fille de militaire, tu es colonel qui a failli devenir général, tu m'as partagé ça. Tu as fait ta formation dans les années 70, tu as eu ta thèse en 1986 et durant tes études,
Tu as fait beaucoup de gardes dans les urgences. Et tu as pas mal d'anecdotes aussi qui t'ont beaucoup fait questionner, te faire questionner sur le monde médical. Parce qu'à la base, si je ne me trompe pas, tu n'es pas du tout familière des médecines non conventionnelles. Absolument. Oui, je suis un vrai docteur. Voilà, qu'on connaît tous, voilà, qui soigne avec sort de la fac. Voilà, des médicaments ou autres. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie de t'intéresser aux médecines non conventionnelles? Alors c'est une anecdote, c'est un cas tout à fait particulier puisque effectivement je suis de garde, je fais du SAMU sur les autoroutes du Nord, hein, donc on avait évoqué ça avec beaucoup de confrontations, hein, des choses qu'on n'apprend pas quand on fait pas ce métier-là. Et il se trouve que je suis dans un hôpital où je fais réopérer ma mère d'une fracture du poignet. Et voilà, parce que elle a été mal consolidée, donc et ça se passe bien sur le plan mécanique, hein, ils font vraiment un très bon travail, mais pas bien du tout dans les suites, puisqu'elle est atteinte de ce qu'on appelle l'algoneurodystrophie, c'est-à-dire en fait une souffrance périphérique au niveau de son poignet que rien, aucun produit classique n'apaise. Et moi je suis de garde très vite après son opération. Et un soir, je vois qu'elle souffre terriblement. À l'époque, on ne distribuait pas de la morphine comme on le fait aujourd'hui. Mais là, je prends la décision parce que, évidemment, c'est ma mère, c'est quand même très compliqué, mais elle souffre vraiment terriblement. Et donc, je prescris de la morphine. Et il n'y a aucun effet. Mais aucun effet. Et là, effectivement, un voile va se déchirer. Je dis toujours que dans ma vie, il y a plein de voiles comme ça qui se sont déchirés. Et là, il y a un voile qui se déchire parce que pour moi, la morphine, c'est l'apaisement de la souffrance. Or, non seulement il y a effectivement toute l'audace qu'il faut avoir pour prescrire de la morphine à l'époque, mais pas de résultat. Et puis, la synchronicité, hein, c'est un mot que j'aime bien. Je pars peu de temps après, donc elle va heureusement récupérer au fur et à mesure, mais c'est très compliqué pour elle. Et moi, je pars en vacances. Et je pars en vacances au ski et puis voilà, dans une petite anecdote aussi, voilà, je suis en train de raconter mes exploits de SAMU à mes copains, je ne raconte que les trucs qui se terminent bien entendu, et il y a quelqu'un derrière moi, on attend une benne, on est à Courchevel et on attend une benne et il y a un médecin, enfin il y a un monsieur derrière moi qui me tape sur l'épaule et qui me dit il y a toute manière de pratiquer la médecine. Et là, je suis pas très contente quand même. Je lui demande si je lui ai demandé l'heure. Je suis pas très aimable. Et il sort une carte de sa combinaison de ski. C'est un truc quand même assez hallucinant. Il me dit, écoutez, je fais une conférence dans 8 jours à Paris. Si vous avez le temps, venez m'écouter. Et j'arrache la carte. Je rentre à Paris. Je finis mon travail. Il m'avait quand même parlé de l'oreille. On avait quand même parlé de l'oreille. Et le soir, il y avait un dîner avec mes amis et un de mes amis avait changé de compagne. Et la dite compagne, elle arrivait dans un groupe d'amis très rapprochés. Donc, c'était pas facile pour elle. Elle est en face de moi à table et elle me raconte qu'elle a eu un cancer du sein, qu'elle a eu ce qu'on appelle un lymphœdème, c'est-à-dire vraiment un œdème important du côté de du bras, du bras, du côté du sein opéré. Et que c'est un monsieur qui lui a mis des aiguilles dans l'oreille qui fait qu'elle a plus de lymphœdème. Et je me dis, dans la même journée, il y a l'autre avec ses frasques là qui me sort, on peut traiter en mettant des aiguilles dans les oreilles. Ce soir, mais bon. Voilà. Petite synchronicité quand même. Petite synchronicité. À l'époque, je suis pas très à l'écoute de tous ces trucs-là quand même. Moi, je fais de la Black & Decker, hein, j'aime bien un peu dire ça. Tant pis pour la pub. Et puis, je rentre à Paris et je vais quand même écouter cet homme. Je suis pas de garde cette semaine-là. Je vais écouter cet homme et j'entends quand même que ça peut donner une réponse à la douleur. Et moi, je viens de vivre l'épisode avec ma mère. Donc ça te parle. Donc ça me parle incroyablement. Et je vais réunir mon temps, de l'énergie, voilà, pour aller écouter ce fameux maître en auriculo qui s'appelait Paul Nogier, qui est à Lyon et qui donne un séminaire à Cannes. J'ai pas les moyens du tout de m'offrir l'hôtel à Cannes, mais je vais faire une demande au commissaire de police de Cannes de m'héberger. Et puis finalement, encore une jolie synchronicité. C'est ça, en fait, tu provoques ton destin beaucoup. Hein. Oui. Tu oses. Oui, je suis demander. très audacieuse, c'est vrai. En même temps, je suis très timide, hein, ça se voit pas beaucoup. Hein. Mais de moins en moins peut-être parce que j'essaye d'être ce qu'on appelle alignée.
C'est-à-dire d'être très ancrée. Moi, je suis une terrienne aussi. Mon père était militaire, mais il était aussi agriculteur. Et donc, je suis née dans un milieu quand même, dans la terre agricole. Donc, j'essaye de garder le contact, vraiment. Et puis, le SAMU, tout ça, ça m'a obligée à garder le contact infiniment avec la réalité. Hein. Il ne s'agit pas, voilà, j'ai de l'intuition, j'aime bien les oiseaux, j'aime bien chanter, j'aime bien les elfes et les anges, mais ça reste du coup, ça ça reste ramène du au concret. réel, hein, Voilà. ce métier-là. Donc, à ce moment-là, quand tu découvres un peu l'auriculothérapie, bon, tu fais beaucoup de gardes en urgence, Oui. tu vois des choses terribles. C'est Oui. quoi le truc le plus terrible auquel tu as dû assister en tant que médecin urgentiste? Alors, il y a plein d'exemples que je pourrais donner. Je crois qu'il y a une phrase qui me vient quand tu prononces ça, c'est la perception de l'impuissance. C'est-à-dire qu'à l'époque, je suis équipée avec des connaissances très concrètes, l'allopathie, comme on dit, diagnostic thérapeutique. Donc on est dans le médicament. Heureusement, on a déjà des outils merveilleux et je remercie infiniment les maîtres que j'ai eus à la faculté. J'ai eu beaucoup de chance dans mon éducation d'élèves médecins parce qu'ils m'ont appris un nombre de choses absolument fabuleux, avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de respect. Mais c'est très limité et je m'en aperçois quand tout d'un coup, je suis moi-même confrontée effectivement à la personne. Alors, je me souviens, alors ça se termine bien, donc c'est pas la chose la plus difficile, mais quelqu'un qui avait eu un coup de couteau au niveau de sa carotide. Et donc, j'ai voyagé tout le trajet jusqu'à l'hôpital avec mon poing dans son cou, parce qu'on n'avait rien d'autre. Hein. Et on l'a sauvé. Ah ouais. Et on a réussi à le sauver. Alors qu'on l'aurait laissé perdre son sang comme ça, on ne pouvait pas le sauver. Est-ce que là, tu peux pas faire de garrot à non. ce niveau-là? Ça paraît compliqué. À part de l'étrangler, voilà. Wow. D'autres choses qui sont cet accident d'avion dans la forêt d'Ermenonville ou même avant cet accident-là où il y avait 80 personnes dans l'avion. Faut choisir. Ça, c'est la chose la plus difficile. Choisir qui on sauve. Ah, il y a un vrai choix. Mais bien entendu, on ne peut pas sauver. Même à Ermenonville, on devait être 4 SAMU, je crois, sur place. Donc d'hôpitaux périphériques différents. Ça fait combien de personnes? Ça fait un médecin par SAMU. Après, c'est des infirmiers, etc., qui sont extraordinaires, par ailleurs. Donc, 4 médecins pour 80... Ben oui. Et puis quand c'est un crash, il faut aller vite. Et qu'est-ce que vous utilisez pour faire le choix des priorités? C'est en fonction de la gravité des blessures? Oui. Alors, il y a beaucoup de choses qui jouent, notamment l'intuition dont tu parlais tout à l'heure. Et ça, j'ai découvert que j'en avais une très profonde et très forte dans ces moments-là, parce que de sentir ou de pressentir que lui, si on ne fait pas l'action immédiatement, c'est fini. Donc, c'est plein de paramètres qui vont s'afficher comme ça. C'est la chose la plus, tu vois, tu demandais la chose la plus difficile, oui. C'est de se dire après, rétrospectivement, est-ce que j'ai sauvé les bonnes personnes ? Est-ce que j'ai choisi, est-ce que j'ai laissé mourir quelqu'un? Si j'avais fait tel geste, est-ce que j'aurais pu le sauver? C'est quelque chose de très compliqué parce qu'on ne nous apprend rien de tout ça pendant nos études. Et ça, si un jour j'ai la chance de pouvoir m'occuper de ça, c'est quelque chose que j'imposerai. J'aime pas beaucoup le mot d'imposer ou de coercition ou tout ça, mais de pouvoir comprendre comment fonctionne un être humain, de pouvoir, tu sais, les fameux 4 tableaux de Gauguin qui pour moi résument aussi notre travail dans le monde de la médecine, d'où je viens, où je vais, pourquoi je suis là, puis à quoi ça sert tout ça. Donc ça a été une réflexion en fait qui s'est construite parce que je n'ai jamais arrêté de lire, je lis 2 heures par jour à peu près. Je peux pas dormir si j'ai pas lu. Donc c'est au minimum 1 heure et souvent 2. Et donc, je lis toute l'histoire. Mon père était un grand féru de géographie et d'histoire. C'était pas mes compétences majeures, mais il m'a passé quand même vraiment l'envie de m'intéresser à tout ça. Donc, de comprendre dans l'histoire, aujourd'hui, on parlerait d'une forme d'évolution politique au cœur de la géographie et de l'histoire. De comprendre l'ensemble revient à finalement savoir qu'est-ce que c'est qu'une vie. Qu'est-ce que c'est qu'une vie ? Pourquoi on la défend? Pourquoi peut-être maintenant on la défend moins, on en parlera peut-être un peu après. Et à l'époque, oui, voilà, je jette toutes mes forces, je vais dire. Nos gardes sont longues à l'époque, on fait des gardes d'1 semaine, c'est interdit maintenant. Mais on fait des gardes d'1 semaine. Une semaine non-stop, sur place. Oui, sur place, où on est appelé donc, sur plein de choses. Ça peut être une abeille avalée par quelqu'un, ça donne un œdème, donc le SAMU est immédiatement appelé. T'as déjà vu ça, toi? Oui, bien sûr.
ça doit être quelque Ah chose. oui. L'abeille avalée. Ben là, moi, je prépare ma seringue avant d'arriver sur place, quoi. Adrénaline. Bah, d'adrénaline ou voilà, de cortisone, enfin, etc. Oui, tu connais tu connais la thérapeutique, c'est bien. Et puis plus tard, je vais apprendre des choses au cœur de la phytothérapie, des huiles essentielles, de l'homéopathie. Hein, oui, parce que voilà, la porte d'entrée, parce que oui. ta vie est un arbre buissonnant. Oui. On passe par une porte et puis on en arrive sur quelques autres, mais Ouais. tu découvres ce personnage qui t'intéresse à l'auriculothérapie, après avoir baigné dans cet univers d'urgentiste avec les choses très terre-à-terre, très difficiles. Ouais. Et puis tu vois toute une perspective de soins différents. Et tu rentres dans la grande porte de la médecine traditionnelle chinoise à partir de là. Tu m'as dit que du coup tu allais te former dans l'école de Lyon, le GLEM. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que toi qui as fait tout ce parcours très terre-à-terre de médecin, tu trouves un appétit à aller encore te former à la médecine traditionnelle chinoise? Oui, ça me fait penser, je vais rendre un petit hommage à mon papa parce qu'un jour il me dit « Mais est-ce que tu vas arrêter un jour d'être une étudiante ?» Et je lui ai dit « Papa, j'ai une mauvaise nouvelle. Jamais. Jamais. Si on n'est pas élève de la vie toute notre vie, c'est qu'on se croit arrivé et que... Mais peu de gens ont cette curiosité, cet appétit. C'est vrai. C'est un tempérament. Oui, probablement. Et puis peut-être aussi, j'ai une acuité très très importante quand je suis toute petite. On m'appelle Mademoiselle Pourquoi ? C'est-à-dire que moi, je refuse d'obéir à quoi que ce soit tant qu'on ne m'a pas expliqué à quoi ça sert. Donc je suis privée de dessert souvent. Hein. Mais bon, ça me gêne pas beaucoup. Oui. Tu demandes tout le temps à tes parents. Oui, je ne cède pas. Et je ne cède pas. S'ils ne m'expliquent pas, j'obéis pas. D'ailleurs, c'est cette anecdote, tu m'as dit, c'est pour ça qu'à 8 ans, tu finis à l'internat. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus. Parce que je vois tout, j'entends tout, je les dénonce dans leur incohérence. Hein. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est la cohérence, justement. On parlait d'alignement entre les pieds sur terre, une forme de colonne vertébrale intérieure à suivre, mais tant sur le plan psychique, mental, spirituel. Hein, tout ça, pour moi, c'est absolument capital. Et puis, une ouverture. Hein, je t'ai raconté, je fréquente la mort très tôt, finalement, dans mes études. Et donc, la finitude s'installe dans ma vie. Ah oui. La question de la finitude. Parce que durant tes études, tu tombes gravement malade, hein, à force de faire des gardes de 8 jours. Ouais. Bon, ton corps est fatigué, tu as une septicémie, donc c'est une infection généralisée, c'est très grave. Ouais. Et là, tu as très peu de chances de survivre, apparemment, ton pronostic est engagé. Oui, les médecins disent, il y en a une qui a eu la même chose que vous 8 jours avant et elle est morte. Et on n'a pas de médicaments parce que je souffre terriblement. Pas d'antibio, rien là? Non, il n'y a rien qui fonctionne. C'est un staphylocoque doré multirésistant et donc ils n'ont rien. C'est trop développé dans le corps. Donc là, tu es face un peu à la mort. Ben, je suis face à ma finitude. Hein. Alors bon, quand la douleur est là, heureusement, j'ai une amie qui va m'aider beaucoup. Et puis très tôt, je vais découvrir effectivement des remèdes avec l'aspirine, hein, entre autres. Donc là, on est bien dans l'allopathie pure et dure, qui, en injectable, apaise ma douleur. Et donc voilà, ça va m'aider à garder le cap. Parce que quand on est sous la douleur, enfoui sous la douleur, on ne peut plus raisonner. Et en fait, c'est ça que j'essaye moi aujourd'hui de faire dans mon métier, c'est-à-dire pas toujours d'enlever toute la douleur, parce que parfois elle est salvatrice, parfois elle nous conduit à comprendre pourquoi on est arrivé dans cet état-là, et à reprendre donc, à faire des formes de correction dans nos vies, en tout cas de réorganisation. Mais oui, je vais me poser, la question vitale, c'est si je meurs demain, est-ce qu'encore une fois, j'ai fait tout ce que j'avais à faire? Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire? Est-ce que j'ai aimé assez? Ça très très tôt, ça va s'installer dans ma vie. On parlait de Jean-Yves Leloup tout à l'heure et quelqu'un me disait, mais comment tu fais? Tu travailles tout le temps et le dimanche, tu vas écouter quelqu'un comme lui qui parle des traditions, des textes fondamentaux sacrés du monde. Et il me dit, dis-moi pourquoi tu fais ça? Et une question comme ça un petit peu abrupte et je lui réponds parce qu'il m'aide à aimer. Et je vais comprendre que dans mon métier de médecin, nous ne sommes pas là pour aimer. Nous sommes là pour aider. Mais moi, je pense, et c'est un peu audacieux aussi ça, mais que aimer dans notre métier, c'est possible aussi. Pour réveiller la fameuse joie qui est là, intrinsèque au cœur.
ce qui t'a inspiré chez donc cette dame, Hildegarde de Bingen, qui a mis la joie un peu au cœur de sa pratique. De toute sa pratique. Parce qu'elle est pas seulement guérisseuse. Au départ, elle est abbesse. Hein. C'est une abbesse, elle dirige un monastère. Elle va être mise en pension à 8 ans aussi, parce que je pense qu'elle dérange un peu trop sa fratrie, sa famille. Petit point commun. Et donc, voilà, elle va avoir une chance absolument extraordinaire. Moi aussi, j'ai eu une chance magnifique quand je suis rentrée en pension. C'est de rencontrer, c'était des Ursulines, qui vont, je crois, à la fois m'apprendre à respecter les choses et donc pas à me cabrer, mais en même temps, elles vont me donner à manger, si je puis dire, avec des gros guillemets. C'est quoi des Ursulines? Les Ursulines, ce sont des religieuses. Sont des religieuses catholiques avec un niveau intellectuel vraiment très important. Et j'ai beaucoup de chance parce que voilà, j'ai 8 ans, je suis née en 54, donc on est en 62. Avec tout ce qui se passe en toile de fond, parce que mon père militaire est appelé à la guerre d'Algérie. Oui. Donc c'est aussi quelque chose d'assez terrible chez nous à la maison, puisqu'ils viennent le chercher en tapant fort dans la porte la nuit. Enfin bon, voilà, l'urgence, je suis née dedans en fait. On peut presque dire. Le militaire, c'est quelqu'un qui répond à l'urgence aussi. Et donc voilà, je suis chez les Ursulines et elles vont repérer qu'il faut me nourrir. Et pas avec de la nourriture, parce que je suis pas comme aujourd'hui, je suis mec comme un clou, mais qu'il faut me donner et elles vont me proposer, par exemple, de très très tôt, j'ai 10 ans, je crois, quand elles me demandent d'organiser la fête de l'Institut. Et ça va être génial, je suis assez bonne en danse et en tout ça, en plus des maths, de la physique, de tout le reste. Et elles vont, en fait, m'accompagner sans jamais me restreindre. Mais elles vont m'apprendre peut-être ce que dont Hildegarde parle magnifiquement, c'est l'obéissance. Mais pas la soumission. L'obéissance, c'est l'obéissance au trajet dont on parlait tout à l'heure, à l'alignement. La discipline, quoi, plutôt. Oui, alors la discipline que j'aime bien appeler, j'aime bien transformer le mot de discipline parce que je connais aussi assez bien la médecine ayurvédique que j'ai étudiée aussi parce qu'en plus elle répond à la médecine traditionnelle chinoise. Heureusement qu'elles disent toutes la même chose mais sous des formes différentes et donc qui se complètent. Donc ça permet d'élargir encore plus, d'approfondir encore plus nos moyens diagnostiques et thérapeutiques. Et donc elles vont m'apprendre effectivement ces religieuses à dire oui. Mais un vrai oui, pas un oui par peur, pas un oui parce que sinon, un oui inconditionnel. Et dans cette obéissance, en fait, c'est ce qu'on appelle la belle obéissance, c'est d'essayer de saisir, j'en ai discuté une fois avec cet homme merveilleux, François Cheng, les lois de la vie. Il est chinois, lui, il connaît bien la médecine traditionnelle chinoise aussi, François Cheng. Et de pouvoir obéir aux lois du vivant. Et aux lois du vivant, alors c'est des religieuses à l'époque, donc, mais je pressens, alors je l'analyse aujourd'hui, à l'époque je ne comprends pas ce que je suis en train de te dire, mais je sens qu'elles sont bienveillantes. Et que ce qu'elles me demandent, peut-être un peu à la différence de ce que j'ai à la maison, c'est pas d'obéir et de me taire, c'est d'obéir et elles m'écoutent dans mes demandes. Donc elles vont me nourrir d'une manière absolument fabuleuse. Ça, j'ai eu beaucoup de chance. Dans tous mes lieux d'éducation, je te parlais de l'éducation en médecine tout à l'heure, où je rends vraiment hommage à mes maîtres en médecine, qui venaient d'ailleurs pour beaucoup d'Algérie, justement. Ils venaient d'Oran, ils venaient d'Alger. Et peut-être par cet esprit un peu d'Afrique du Nord, eh bien, quand on recevait un patient, s'il était accompagné de sa mère, de sa grand-mère, de son fils et de son petit-fils, ça ne gênait pas l'hôpital. À Amiens. Aujourd'hui, c'est une personne rentre dans la salle de consultation. Ouais, c'est bizarre. D'autant qu'on sait aujourd'hui à quel point c'est important d'être soutenu pour soigner, que le patient puisse se sentir entouré. Aujourd'hui, c'est un peu une médecine très froide, très mécanique. Très loin de ce que toi tu pratiques. Oui, peut-être ce que je dirais, c'est qu'on est dans une espèce de chose de l'ordre d'une forme d'urgence. Il faut que ça aille vite. Il faut que ce soit ordonné, rapide, et on a perdu effectivement, à mon avis, beaucoup de ce temps d'écoute. Aujourd'hui, on fait de l'audit sur les gestes des infirmières, par exemple. C'est pas vrai. Oui, jusqu'à penser, et même sur les aides-soignantes, jusqu'à penser que dire bonjour, c'est une perte de temps. C'est-à-dire que chaque geste va être audité, oui. Et après, on va donner quoi? Des directives pour... Oui. Oui, un pansement, ça dure tant de temps. Une douche pour une personne âgée, c'est tant de minutes. C'est quand même terrible. Oui, on se croirait chez Amazon, quoi. C'est oui. C'est de l'industrialisation. Oui, c'est de la chosification.
Ça, c'est quelque chose que m'a appris le fameux Jean-Yves Leloup dont je parle et qui m'a appris beaucoup de choses. Il est docteur en philosophie, en théologie, en psychologie. Et il va toujours parler sur cette triple information de l'être humain, c'est-à-dire de véritablement être conscient que si on agit de telle manière, on objective tout. Ouais. On réduit les choses à l'état d'objet. Alors que si nous restons sujets, le problème, tu vois, que tu me posais la question tout à l'heure par rapport aux urgences, oui, la mort est considérée pour beaucoup de médecins encore comme un échec. Parce qu'on ne nous apprend pas, pendant nos études, il n'y a pas d'information qui nous soit donnée sur qu'est-ce que c'est que la mort. Et pourquoi ça n'est pas un échec ? Tous les humains, s'il y a une seule chose dont on soit sûr à peu près, ça je ne sais plus quel est le chanteur ou l'humoriste qui avait dit ça, soyez tranquille, hein, de toute façon on va tous mourir un jour. Hein. C'est à la fois la bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle. Dans la mesure où si je l'intègre à ma vie comme une réflexion, oui, à savoir que j'ai une finitude, eh bien effectivement je vais plus m'intéresser à comment faire le passage, comment permettre le passage. C'est pour ça que je suis devenue accompagnante des mourants. C'est vrai que tu as aussi cette corde à ton arc. Je voulais l'aborder après, mais vu que tu l'abordes maintenant, tu as accompagné des enfants même à ce passage-là, dans des conditions qu'on pourrait croire difficiles, catastrophiques, d'accompagner un enfant à la mort. Et finalement, tu as réussi à redonner le sourire parfois à certains d'entre eux. La joie. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, ouais. L'exemple le plus fort peut-être, c'est ce petit garçon. Ce petit garçon dont tout le corps médical sait qu'il a un cancer métastasé, enfin que vraiment, on ne va pas pouvoir l'emmener bien loin, la chimio ne marche plus. Enfin, et les parents sont tellement en douleur affective, et ça peut tellement se comprendre, qu'ils n'arrivent même plus à rendre visite à leur petit bout de chou. Et ils étaient à 2 par chambre, là où j'étais, et moi j'arrive un jour et il y a un rideau qui est tendu entre les 2 lits et je comprends tout de suite que le petit du lit d'à côté est parti, hein, comme on dit, hein, il est mort dans la nuit. Et le petit bout de chou à qui je viens rendre visite est terrifié, il est terré au fond de son lit, c'est vraiment extrêmement très dur de le voir comme ça, et je m'assieds au bord du lit et puis j'essaye de le faire parler. Au début c'est très difficile et puis il lève les yeux, il me montre le rideau et je lui dis ben oui je sais, il est parti ton ami. Et donc je me mets moi à parler, je lui dis t'as peur? Et il me dit mais bien sûr j'ai peur. Alors moi je suis déjà contente parce que j'ai réussi à ce qu'il parle, hein. Donc ça c'est la première des choses, c'est de sortir en fait, quelle que soit la personne, quel que soit l'âge, là c'était effectivement un enfant, mais de la terreur qui paralyse. Voilà, et qui immobilise. Et puis j'arrive à le faire parler un petit peu, il me raconte sa peur, il m'explique, personne vient le voir, personne lui explique, ils ont fait vite, enfin bon tout ça. Et à un moment donné, j'ai l'idée, ça fait partie voilà, de l'intuition des choses, et comme je sais quel est le pronostic a priori prononcé pour cet enfant, je dis bien a priori, je suis le film et je lui dis, tu sais, je ne connais pas moi la mort, mais j'ai l'impression que c'est peut-être comme de descendre d'un toboggan. Alors je cherche quelque chose de son monde, bien sûr. Et là, je vois dans ses yeux une petite lumière quand même s'allumer, parce que jusque-là, il avait les yeux vraiment très, très éteints. Et donc, je me dis, je vais continuer sur cette image. Et je lui dis, tu te souviens de la première fois? Et il me dit, oui, je me souviens. J'ai tellement peur, parce que c'était haut quand même. Hein. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il me dit, je me suis tenue de chaque côté. Et puis quand je suis arrivée en bas, parce que je suis quand même arrivée en bas, j'avais les avant-bras complètement brûlés, ça me faisait mal, ça brûlait, etc. Je dis ok, tu vois, ça, je crois que c'est quand on meurt sans comprendre ce qui est en train de nous arriver. Et avec les enfants, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que finalement, je me suis aperçue, ça a été une des écoles, avec le SAMU, les autoroutes du Nord, ça a été une de mes écoles les plus... Et puis ma septicémie, ça a été certainement une de mes écoles les plus importantes. Ce sont les enfants qui m'ont appris, en fait, toutes ces choses-là. Et donc, je lui dis, et la deuxième fois, comment t'as fait? Bah, la deuxième fois, j'ai compris, hein, j'ai mis les mains comme ça. Je dis, d'accord. Alors, tu vois, moi, je sais pas quand tu vas mourir. Je ne sais pas si tu vas mourir. J'ai toujours senti qu'il fallait être vrai profondément. Pas mais non, mais tu sais, t'inquiète pas, les médecins, etc. L'enfant sait en fait.
Et tout être humain, puisque après je me suis aussi occupée d'adultes, finalement, c'est intérieurement. Alors l'information, nous la laissons monter ou pas, mais nous le savons de l'intérieur si on se met à l'écoute. Et ce petit bout de chou, donc je lui explique que la deuxième fois, il a fait ça et qu'il aurait même pu faire les marionnettes. Et donc voilà, on parle, je le détends, il est très fatigué, je m'en vais, il s'endort tout paisiblement. Et puis voilà, moi je rentre chez moi. Puis je reviens le lendemain. Et le lendemain, le lit est vide. Je rentre dans la chambre, le lit est vide. Et je comprends tout de suite. Je vais voir les infirmières qui, évidemment, elles sont... cette équipe était vraiment absolument extraordinaire. Elles sont affectées terriblement à chaque départ. Hein. Ah oui, c'est dur pour le personnel soignant. C'est dur pour tout le monde, ça, bien sûr. Et puis là aussi, la formation, elle est sur le terrain. Et il y en a une qui se retourne et qui me dit « Qu'est-ce que tu lui as dit hier, Odile ?» Et je lui dis « Pourquoi tu me poses la question comme ça ?» Elle me dit « Parce qu'il est parti avec un grand sourire. » Il avait un sourire sur son visage, il avait les mains comme ça. Et là, je sais que dans ce moment-là, j'étais à ma place. J'étais à ma place, c'est-à-dire qu'un médecin ne peut pas empêcher quelqu'un de mourir. Mais un médecin, et puis toutes les équipes qu'il y a autour, hein, et elles sont très importantes, hein, vraiment de l'extérieur, de la dame qui fait le ménage, l'aide-soignante, l'infirmière, etc. Nous sommes une équipe. Et nous avons des mains. Et en fait, nous sommes des passeurs dans ces moments-là. Ouais. Et ça, voilà, ça a été une formation intense. J'ai pleuré, hein, j'ai pleuré à chaque fois. Parce que on partage quelque chose de tellement grand, parce qu'on aimerait tellement que tout d'un coup, il y ait une forme de miracle qui se produise. J'en ai vu parce aussi. Que parfois, ça arrive. Oui. Oui. Ça doit être les bons moments. Ce sont des très bons moments et qui nous prouvent une chose peut-être, c'est que nous ne connaissons pas le mystère de la vie. Et que si nous acceptons ça, eh bien nous arrêtons d'être tout le temps en tension pour faire les choses, pour contrôler. Voilà. Parfois, c'est arrivé de te dire, là c'est foutu, c'est pas possible, et finalement, ça, le destin, l'avenir te donne tort. Ah oui. Est-ce que tu as un exemple comme ça qui peut être Alors j'en ai plusieurs, j'en ai quand j'étais en réa, à l'hôpital de Senlis dans l'Oise, où on se disait, bon celui-là, prochaine garde, il est plus là, quoi, c'est clair. Et puis il était encore là. Les paramètres de l'un étaient très mauvais, les paramètres de l'autre étaient très bons. Celui-là, on se dit, ça y est, on l'a stabilisé, demain, etc. Et lui, il meurt dans la nuit. Et puis l'autre, les paramètres sont complètement affolés tout le temps. Et il résiste, et la garde d'après, il est encore là. Là, je ne me suis pas posé la question à l'époque, je crois que j'étais trop jeune. Mais aujourd'hui, je me dirais, il a vraiment envie de rester, celui-là. Tu crois que c'est de l'ordre de la volonté ou du destin personnel ? Les deux. Les deux. Je pense quelqu'un qui abdique, et c'est pour ça que c'est très important l'équipe autour d'un comateux. Ah oui. Parce que si tu lui parles en disant, en le regardant, en pensant que c'est un objet et que effectivement on dit celui-là il va clamser, j'ai entendu des témoignages comme ça. Hein. Moi je l'ai pas entendu dans mes équipes, mais j'ai entendu un témoignage comme ça récemment. On n'envoie pas des bonnes ondes, on va dire. Donc on n'envoie pas des bonnes ondes. Alors que je l'ai connu avec mon papa quand il était en réa, mais il a fini par mourir, hein, mais parce qu'on l'a débranché. Donc il a fini par mourir, lui. Mais il est parti lui aussi avec un très grand sourire. Et donc ça, pour moi, c'est le passage accompli, on va dire. C'est la mission accomplie. La mienne, mais la sienne. Et puis un autre exemple vraiment qui me vient, hein, je parle d'un peu de ma famille, bien sûr, mais c'est ma maman. Ma maman a 92 ans. Elle fait un terrible accident. Elle fait un infarctus massif. Elle reste, d'après le médecin des urgences, 6 heures par terre sur son carrelage en plein hiver. Toute seule. Toute seule à la maison. Faire un infarctus massif, c'est tout le cerveau qui est atteint ? Le cœur. Ah, le cœur, le cœur. C'est pas un AVC, c'est le cœur. Et elle se fracture l'épaule. Et quand ils viennent la chercher, elle a une double pneumopathie déjà. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Pour 92 ans, ça fait beaucoup. Et quand j'arrive à l'hôpital, aux urgences, le médecin me regarde d'un air totalement désolé. Il me dit « Je suis désolé, mais... avec ça et ça. Ça va pas aller très loin. Ouais. Elle passe pas la nuit, quoi. Et là, bizarrement, je vais pas tout détailler, mais bizarrement, je lui dis que moi, je pense pas qu'elle va mourir cette nuit. Et alors ça, c'est de l'intuition absolue. Je sais pas. Et là, il s'énerve un peu quand même, hein, oui, parce que médecin, parce qu'il me dit, vous êtes médecin, je réponds plus que ça, monsieur, je fais le même métier que vous. Et donc, il m'envoie la voir.
Elle est dans un état d'épuisement absolu, mais là, j'ai fait déjà de la médecine traditionnelle chinoise. Tu prends les poux chinois. Et je vais prendre les poux chinois sur les poignets. Les poux. Alors, en fait, on pose nos doigts comme ça sur le poignet. Il y a 3 niveaux différents. Et c'est un vrai scanner. Et on va comprendre où l'énergie est bloquée, sur quel niveau il est bloqué. Ça peut être le haut du corps, le milieu du corps, le bas du corps, tel organe. Et c'est là que la médecine traditionnelle chinoise est absolument géniale. C'est épatant. Si c'est l'été, c'est le cœur et l'intestin grêle qui sont les chefs. Si c'est l'hiver, c'est le rein et la vessie. Si c'est l'automne, c'est le poumon et le gros intestin, etc. Donc chaque organe, en fonction des saisons, impacte le corps. Voilà, impacte le corps dans sa capacité à tomber ou au contraire à se guérir. Et donc c'est par les pulsations Alors oui, c'est soutenu par la pulsation artérielle de l'artère radiale. Dans les doigts, à sentir les... Ouais. Alors, c'est pour ça aussi. Alors aujourd'hui, l'acupuncture a quand même ses lettres de noblesse. Je crois que c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui, on en trouve aussi. Il y a des services, heureusement, à l'hôpital d'acupuncture. Mais c'est très particulier, c'est vrai, parce que la prise des poux, c'est aussi un ressenti. Et là, les médecins ne sont pas très très bons. Ils ne doivent pas aimer ça, le ressenti. C'est pas facile parce qu'il faut lâcher la tête là. En plus. Et faut lâcher la tête. Et c'est pas très reproductible pour eux. Alors c'est assez subjectif. Voilà, c'est le mot qu'ils utilisent, donc voilà. Mais en même temps, comme c'est millénaire, etc., bon voilà, c'est quand même entendu. C'est une médecine aussi vieille que notre civilisation. C'est ça. Puis on utilise des aiguilles. Ça rassure tout le monde. Ça fait un peu précis. On est dans la mécanique un peu quand même aussi. Faut un objet. Mais du coup, tu prends l'époux et tu te rends compte que c'est pas cette nuit qu'elle va décéder. Et j'ai une information qui me dit qu'elle ne va pas mourir. Qui confirme mon intuition qu'elle ne va pas mourir. C'est-à-dire que tu sens quoi, un organe fort? Je sens, voilà, on appelle ça triple réchauffeur maître du cœur, ça fait des gros mots pour ceux qui ne connaissent pas, mais pour ceux qui connaissent vont le reconnaître. Quand les énergies sont dites branchées, meurt pas. Ça, si j'avais su ça quand j'étais au SAMU, ça m'aurait beaucoup aidé. Ah, pour savoir faire mes diagnostics et pour savoir qui tu dois choisir la priorité. Et donc, je reviens dans la salle et je dis au médecin, oui, je sais que ça va être compliqué pour vous, mais elle ne meurt pas. Et là, il a l'impression quand même qu'il a une déjantée, je dirais, pour... voilà. Parce qu'en plus, tu m'expliquais que la gestion au sein d'un hôpital, c'est un peu industriel, protocolaire. Ouais. Là, dans sa tête, il se dit, bon, ce lit, je le récupère cette nuit. C'est ça. Voilà, il faut remplir le service, il faut savoir quel lit, combien de lits. C'est très compliqué pour un chef de service. C'est un boulot, déshumanisant un peu. Un peu déshumanisant, oui. Les calculettes ont pénétré dans la tête des médecins. Et c'est pas qu'il ne le faut pas, parce qu'il faut choisir à un moment donné. Enfin, on est bien obligé de tenir compte de ça, mais pas en priorité. Pour moi, pas en priorité. Et donc, effectivement, je dis elle ne meurt pas et je vais avoir raison, puisqu'elle va vivre 4 ans de plus. 4 ans de plus. Et 4 ans merveilleux, parce que ce n'était pas une maman délicieuse, je vais dire. Tu as eu un historique difficile avec elle. Oui, difficile probablement parce que je lui ressemble beaucoup et qu'elle me voit avancer. Et un jour, elle me le dit pendant ces 4 années, tu déployais tes ailes tellement vite, ma fille, que ça me perturbait complètement. Elle va me demander pardon. Enfin, ça va être... Donc c'est 4 ans qui ont vraiment changé vos vies. Ah, complètement. Complètement, parce que moi j'ai une maman qui m'aime pas beaucoup. Je suis la 2e fille, donc mon père attend le garçon. Enfin bon, c'est compliqué. J'arrive à un empile après ma sœur, donc elle est fatiguée. Enfin voilà, j'arrive pas. Non, je suis le numéro 2. C'est pas une très bonne place dans les fratries, les numéros 2. Non, pas toujours. Enfin, en tout cas dans la mienne, ça l'est pas. Et en fait, elle va me dire des choses d'une beauté absolument incroyable. Je vais écrire quelque chose là-dessus. Parce que la réconciliation d'une relation qui était tellement mal partie, voire cassée, je me suis enfuie de la maison quand même à un moment donné. Tellement, pour elle, c'était compliqué de m'avoir sous ses yeux. Et là, elle me dit, je suis désolée, je n'avais pas vu qui tu étais. Je suis tellement désolée. Est-ce que tu veux bien me pardonner? Enfin, je veux dire, quand une maman peut dire ça à son enfant, et ça a été magnifique parce que, elle m'a dit des choses après. Je crois qu'elle, pendant l'accident qui lui arrive, elle ouvre son cœur. Et à propos des psychosomatiques, elle ouvre son cœur avec l'infarctus. Il y a des prises de conscience. La symbolique est forte quand même. Ah, énorme, énorme. Donc c'est un véritable cadeau qui vous est donné. Ah oui, à toutes les deux, colossal. Oui, je suis plus...
j'avais fait le chemin du pardon parce que je pense que le pardon doit faire partie de notre chemin à l'endroit. Non pas de dire à quelqu'un c'est pas grave ce que tu m'as fait, mais de reprendre le pouvoir en fait. Hein. Pardonner à quelqu'un, c'est aussi récupérer notre volant de voiture, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on ne fait plus dépendre notre état d'âme de la bonne volonté de quelqu'un en face de nous. Il y a quelque chose qui reste un mode relationnel, mais pas perturbé par trop de proximité. Et donc moi j'ai fait ce travail, parce que quand je comprends que je connais bien le monde allopathique, aux urgences, ça c'est l'avantage, c'est qu'on découpe beaucoup de choses. Après j'ai introduit les médecines non conventionnelles et diverses. Je me spécialise en médecine traditionnelle chinoise, en auriculothérapie pour la douleur, puisque moi au SAMU c'est ça qui me perturbe le plus. C'est qu'est-ce que je fais quand quelqu'un souffre. En réanimation à l'époque, les gens qui sont... Enfin, en réa, ils sont souvent dans le coma. Mais en post-réa, ils sont souvent en post-chir, ou etc. Ils ont mal et à l'époque, dans les années 80, on ne s'occupe pas de la douleur. Au mieux, elle est rédemptrice. Donc on est aussi sur des schémas. C'est intéressant comment toutes les disciplines vont jusqu'à en pénétrer d'autres. Hein. Et donc, ils devraient déjà être contents qu'on leur ait sauvé la vie. Moi, j'ai entendu ça. Hein. Tu ne crois pas que je vais retourner quand même dans le service ce soir? Elle devrait quand même être contente, on lui a sauvé la vie. Et moi, j'y retournais, évidemment. Donc, je faisais en plus le boulot de mes copains parce que pour moi, c'était pas entendable. Mais, donc, voilà. Donc, j'apprends comment accompagner la douleur. Et puis, je m'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire mourir. Dans quel état est-ce qu'on peut mourir? Est-ce qu'on va mourir heureux? Avec cette sensation d'un accomplissement qui se fait. Tu penses que c'est important C'est capital. C'est capital et l'enfant, quand il naît, il le sait déjà. Après, il va oublier un petit peu. On dit, je ne sais pas si tu connais cette tradition, on dit que quand l'enfant naît, il y a un ange qui lui tape sur la tête pour qu'il ne pense plus à ce qu'il a appris. Et si jamais il se souvenait de certaines choses, on lui met le doigt comme ça et que ça creuse la petite fossette là et puis la fossette là pour que surtout il n'en parle pas. J'aime beaucoup cette idée-là. Tu penses qu'en miroir, la mort doit être le reflet de cet état-là? Oui. La mort est une naissance finalement. Il y a beaucoup de traditions qui parlent de ça, pas forcément religieuses, mais spirituelles, ou bien simplement des traditions. On va honorer celui qui est parti parce qu'il est une mémoire, voilà. Et ça, oui, je crois que dans nos métiers de médecin, puisqu'on parle de ce parcours, je crois qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Aujourd'hui, j'ai 70 ans quand même, donc ça fait 50 ans que je fais de la médecine. Donc oui, j'ai roulé ma bosse, comme on dit. Je suis allée voir et j'ai pas voulu me cantonner au SAMU, à l'hôpital. Je suis allée faire de la médecine de campagne aussi. Parce que je voulais savoir qu'est-ce que c'était que d'être un médecin de campagne. À quoi on répond pas, comment on parle aux gens. Est-ce qu'on est des distributeurs d'ordonnances ou bien est-ce qu'on écoute? Et c'est là que j'ai vu qu'effectivement, écouter la personne qui est en face de nous fait partie de la thérapeutique. Alors écoutez, oui, mais quand les médecins prennent 10 minutes par patient, c'est difficile. 12 minutes. C'est en moyenne. C'est assez long. Rentre dans une pièce, essaye d'expliquer ton truc, sors ton porte-monnaie, ton chéquier, et puis déjà le passé médecin... 10 minutes, Donc ça laisse peu de temps. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai quitté le mode conventionnel, classique de consultation. Pour faire des consultations, je peux faire des consultations qui durent 2 heures. Voilà. Mais pas remboursé par la Sécu. Non. Voilà, c'est ça mais parfois prise en charge quand même par certaines mutuelles. Donc ça, il faut chercher aussi. Je pense qu'on est aussi responsable d'une certaine manière, chacun, de nos santé, de notre santé. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut s'y retrouver, ne serait-ce que financièrement aussi, il faut aussi que le monde entier, enfin les humains, apprennent de quoi ils sont constitués. On parlait des 4 piliers tout à l'heure. De quoi ils sont constitués, de quelle lecture ils peuvent avoir d'eux-mêmes, et puis comment ils peuvent s'accompagner eux-mêmes, tant physiquement que mentalement, que psychiquement, et que, allez, je vais mettre des guillemets, spirituellement. J'aime bien le mot de Patrick Vivray, il m'a autorisé à le citer, de corps de sagesse. On part finalement apaisé quand on a rencontré notre corps de sagesse. Même quand on a 5 ans, on a un corps de sagesse. Parfois, il faut une vie entière. Et parfois, il faut 3 vies. Ou plus encore. Mais quelquefois, il y a des prises de conscience comme ça qui se font d'une manière fulgurante au moment où les gens s'en vont. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de faire ce qu'il faut pour s'apaiser soi-même au moment où quelqu'un meurt. Il s'agit d'être à l'écoute de ce qu'il traverse. Et quelquefois, la respiration. C'est très très joli. En médecine traditionnelle chinoise, il y a 7 piliers. Le premier pilier, c'est la respiration. Inspire, expire.
Inspire, c'est ce que fait le bébé au moment où il naît. Il remplit ses poumons, ça fait un peu mal, ça brûle un peu l'oxygène, c'est pour ça qu'il pleure. Et en fait, expire, on dit il mourut pour il expira ou il expira pour il mourut. Le dernier soupir. Donc à chaque inspire-expire, on est dans la conscience de qu'est-ce que ça veut dire vivre et dire oui à la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire, ok, cette phase-là, elle peut s'arrêter, en tout cas sur ce mode-là. C'est intéressant, tu mets beaucoup de symbolique et de spiritualité dans ton approche. Oui, aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr, je ne le faisais pas tout au début de ma carrière, mais j'avais compris quand même, quand je suis au chevet de mon papa en 94, voilà, je ne suis pas très âgée à l'époque, et je lui parle, il est dans le coma, c'est un coma imposé, mais provoqué, mais je lui parle, c'est-à-dire j'arrive, je lui dis bonjour papa, c'est Odile, voilà, je suis là, je prends les pouls là aussi, parce que j'ai déjà appris à le faire, et je vais lui parler. Et les infirmiers du service, c'était un magnifique service de réanimation à Paris, et les infirmiers du service, notamment deux, vont me dire c'est incroyable, vous savez, on se surprend maintenant à parler à nos comateux, parce que on vous entend parler à votre père. Au début, on vous prenait un peu pour une folle, hein. Faut qu'on vous dise quand même, on disait, mais enfin, les médecins, elle ne sait pas qu'il ne peut pas l'entendre. Et maintenant, on vous écoute. Et donc on se dit, et si ils nous entendaient? Ça, c'est dans les années 94, c'est l'année 94. Et très vite derrière, effectivement, il va y avoir beaucoup de démonstrations, de témoignages aussi, de gens qui vont dire, mais moi j'entendais tout. Les fameuses personnes aussi qui font des expériences de mort imminente, oui. Qui reviennent. Bon, c'est toujours un petit peu compliqué pour le corps médical de l'admettre, mais il y a des cas assez connus. Où on se rend compte que la conscience n'est pas forcément dans le cerveau. Ben, je crois qu'on a même aujourd'hui plutôt la preuve qu'elle n'est pas dans le cerveau. Hein. Mais effectivement, pour pouvoir entendre ça et cheminer là-dedans, c'est une chose que je connais bien, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, il y a très longtemps déjà, c'est de peut-être nous mettre la tête à l'envers. Je fais des stages de jeûne aussi, hein. J'organise des stages de jeûne et je leur passe un film à mes stagiaires, je leur passe un film et il y a un médecin allemand qui, en Allemagne, le jeûne est considéré comme un pilier de la santé. Ah oui, en Allemagne, c'est... voilà, chez nous, c'est admis. Aujourd'hui, chez nous en France, c'est banni. Banni, pas complètement, parce que ça dépend aussi comment on en parle. Hein, comment on en parle et comment on est ou pas prosélyte à l'intérieur de... Voilà. Pour moi, c'est un outil, le jeûne. Hein, et je ne fais pas de jeûne thérapeutique, puisqu'en France, ça ne se fait pas. Donc, je ne fais pas de jeûne thérapeutique. Mais les gens viennent avec cette envie, perdre du poids, évidemment, pour beaucoup, mais aussi de prendre un temps de suspension, finalement, dans leur vie. Et donc, j'aime bien leur passer les films de ce qui se passe en Allemagne, voilà, dans des cliniques qui existent aujourd'hui, avec des résultats remarquables sur des pathologies dites de civilisation. Et à un moment donné, il y a un médecin allemand qui dit « Je comprends pourquoi c'est difficile à comprendre, parce qu'il faut se mettre la tête à l'envers. Ouais. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer, d'habitude, on meurt de faim, hein. Et on meurt de faim, c'est possible. Mais on peut vivre sans aucun problème. Pas les otaries, les manchots empereurs le prouvent. Hein. Ils peuvent vivre 3 mois sans manger. Pas sans boire, mais sans manger. Donc voilà, si on étudie ça, eh bien, on peut se mettre la tête à l'envers. Hein. C'était pour parler de se mettre la tête à l'envers, d'essayer d'évacuer tous les trucs auxquels on a absolument... Enfin, notre mental a besoin de s'accrocher ou de se raccrocher. Alors, le mental est indispensable pour moi. Si je prends un être humain, que je le compare à une table, c'est un des piliers, c'est un des pieds de table. Donc il est indispensable d'avoir un regard mental, intellectuel, social et sociétal. Ça, c'est absolument fondamental. Oui, ça fait partie des 4 piliers. Alors, dans les outils que tu utilises en psychosomatie... Automatique. Voilà, psychosomatique, pardon. Parce que c'est psychosomaticienne, voilà. Que tu fais aujourd'hui. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, en tant que médecin, donc les 4 piliers, il y a cette partie mentale, sociale, intellectuelle. Alors, quels sont les 3 autres? Le corps physique, bien sûr, hein, c'est le premier, le corps physique, le corps donc, que tu viens de citer, mental, le corps psychique et le corps de sagesse. Hein, voilà. Celui sur lequel j'ai beaucoup travaillé grâce à mon travail autour de la mort, justement. Ce côté spirituel, en fait. Oui, qu'on peut appeler aussi spirituel, voire religieux. Là où la religion vient se loger aussi pour répondre à des questions existentielles. Bien sûr. Mais peut-être un peu, tu vois, je vais être un peu audacieuse là encore. Peut-être que de la même manière, la conscience n'est pas dans le cerveau, Dieu n'est pas à l'extérieur de notre monde. Peut-être il est inside.
J'aime bien montrer ça. Et les enfants, je soigne encore beaucoup d'enfants. J'adore recevoir des gamins. Pourquoi? Mais parce qu'ils posent des questions géniales. Parce que justement, je leur mets pas, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça. Moi, je pars de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils captent. Et donc, voilà, j'adore. Un enfant a plus d'intuition peut-être? Oui, oui. Moins formaté. C'est ça, c'est-à-dire que le mental prend pas toute la place. Ouais. Le mental a sa place, mais c'est un quart seulement. Or, aujourd'hui, dans nos trucs, le mental, il prend presque les quatre piliers. Et donc ça, ça donne une réflexion qui n'est pas forcément inintéressante du tout. Au contraire, elle peut même amener de la compréhension, mais technique, physique, pure. Alors qu'il faut qu'on aille sur d'autres créneaux pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Encore une fois. Donc, qui je suis? Parce qu'il n'y a pas simplement comprendre les autres. Si je comprends comment je fonctionne, pourquoi finalement je suis bien, on parle beaucoup de la nature en ce moment, pourquoi finalement, bon voilà, je sors de mon boulot, mon patron m'a pris la tête, ou bien mes employés m'ont pris la tête, je vais marcher dans la forêt 10 minutes, un quart d'heure, et je repars, j'ai l'impression d'avoir pris 8 jours de vacances. Ça vaut le coup quand même de s'intéresser à ce que ça fait, ça. Et donc oui, on part à ce moment-là, du ressenti. Moi j'aime bien partir du ressenti de mes patients. Et quand ils n'en ont pas, parce qu'ils réfléchissent, parce qu'ils me disent j'ai lu Internet, j'ai lu Wikipédia, j'ai lu machin, j'ai lu truc, je dis bon, alors attendez, ça c'est de l'instruction. Vous sentez quoi? Qu'est-ce que vous ressentez quand la douleur arrive, quand tout d'un coup? Et on va aller explorer finalement la pathologie. C'est ça le travail du professeur Sami Ali à la Poterne des Peupliers à Paris, en psychosomatique, qu'on appelle au Canada neuropsychoimmunologie. Ouais. En le développant de façon beaucoup plus importante. Et c'est hyper intéressant, puisqu'on va même parler d'immunité. Je pense que immunité, identité, ça se ressemble beaucoup. Si je suis bien dans mon ventre, puisque effectivement notre immunité elle est à 80% dans notre ventre. Si je suis bien dans mon ventre, ma façon de raisonner ne va pas être la même. C'est pour ça que j'aime organiser les stages de jeûne, pas tant pour aider quelqu'un à perdre une taille de vêtements, mais de pouvoir expliquer comment, si je me nourris bien, ma pensée va être beaucoup plus claire. Et ils le disent tous. Pendant les stages, c'est extraordinaire. Je fais des tout petits groupes, parce que je ne veux pas avoir beaucoup de personnes. Il paraît qu'après un jeûne, beaucoup de gens parlent d'un brouillard qui se lève. Oui. Au niveau mental. Oui, même pas après le jeûne, pendant le jeûne. À partir du 4e jour. Parce que les 3 premiers jours, on peut faire ce qu'on appelle une crise d'acidose. Donc, voilà, c'est qu'en fait, on se détoxe finalement. On se détoxe, voilà. Donc ça libère de la toxine. Alors nous, on fait beaucoup de marches, on fait des massages. Je les invite à boire énormément pour vraiment drainer le corps, etc. Mais au 4e jour, en fait, on va relarguer la sérotonine qui est dans nos neurones de l'intestin, dans notre sang. Et vraiment, alors on est d'une humeur. Moi, j'entends des fous rires, ça me plaît, c'est absolument extraordinaire. Et tu préconises un jeûne qui peut se faire jusqu'à combien de temps? Parce qu'il y en a qui font parfois 3 semaines. J'avais reçu Jean-Marc Sabatier qui en parlait, qui disait bon, généralement, maximum une semaine, c'est conseillé. Alors, nous, on fait une semaine de jeûne, effectivement. Ouais. Moi, je m'inspire de la clinique Buchinger, qui a fait des très gros travaux quand même, extrêmement sérieux en Allemagne. Voilà, donc on fait un décrescendo avant, voilà. Pendant qu'on est ensemble, on jeûne 7 jours, mais on fait le début de la réalimentation qui dure 4 jours ensemble, sur une journée et demie, et après je leur donne les choses à suivre. Faut pas faire n'importe quoi avant et après. Non. Alors avant, si on fait n'importe quoi, on va faire une crise d'acidose sévère. Donc là, nausées, mal de tête. Ça peut être quoi, faire n'importe quoi boire trop de café, manger beaucoup de viande. Enfin, là, dans le décrescendo, il n'y a pas de protéines. D'accord. Donc ça, c'est vraiment très important. On est dans le végétal beaucoup, les légumineuses, bien sûr. Pas de protéines animales. Et puis le jeûne, nous, on fait le mode Buchinger, c'est-à-dire que c'est 250 calories par jour quand même. D'accord, c'est pas zéro. Pas zéro. Non, moi, je ne le pratique pas à zéro. Parce que je me suis inspirée des travaux scientifiques qui ont été faits dans les cliniques Buchinger. Donc Buchinger, c'est reconnu en Allemagne. Oui, tout à fait. Otto Buchinger était un homme. C'est lui qui a vraiment donné, on va dire, le sérieux du jeûne. Alors, c'est pas qu'avant, c'était pas sérieux, mais le sérieux... Il a cadré. Voilà, il a cadré, il a expliqué, il a montré. Il y a beaucoup d'études qui sont faites avec des scientifiques de très, très haut niveau. Très très haut niveau, comme ceux de la Californie. Walter Longo par exemple est quelqu'un d'absolument magnifique en gérontologie, dans les problématiques de dégénérescence qu'il peut y avoir dans le corps. C'est une remise à zéro finalement de jeûne, mais sur les 4 piliers. Donc sur le plan physique, on détoxine, voilà, etc. On booste notre immunité d'une manière absolument extraordinaire. Et comme on libère les neurones, on a de la sérotonine à fond, on fait un vrai bain de sérotonine. Et là, entre guillemets, moi j'appelle ça jeûner dans la joie.
On revient encore à cette On revient notion de encore joie. à la joie qui ne me quitte pas, en objectif et en outil. Voilà. Mais je les vois. On voit les visages s'ouvrir. Alors, je fais des micro-consultations pendant le jeûne. Quand je dis micro, c'est une demi-heure quand même. Ouais. Ça reste très long par rapport à ce que les gens font habituellement. Mais où les gens me posent des questions, et tout d'un coup, ils ont... mais finalement, mon travail ne me va pas du tout. Ou ma vie ne me convient pas. Pourquoi je vis en ville alors que je ne survis que quand je suis au bord de la mer ou dans la montagne ou dans la campagne. Et donc, quand on a l'esprit embrumé, prendre les décisions de quitter nos modes de vie, c'est parfois pas facile. Ouais. Alors que quand ça se clarifie, tout d'un coup, on sait ce qu'il faut faire. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile non plus. Hein. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça se fait en un quart d'heure. Parfois, ça se bâtit, mais il y a de la clarté. Et la clarté est un des chemins de la joie. Et dans ta vie, dans ton parcours, tu cherches beaucoup de clarté, en général. Oui, oui. Oui, comme je disais, j'ai été Mademoiselle Pourquoi. Je veux comprendre, déjà, et comprendre tout en respectant le mystère du vivant. C'est vraiment pour moi quelque chose, et c'est tant mieux. Enfin, je veux dire que moi, ça me dope aussi sur le plan intellectuel, de me dire que j'ai encore des choses à apprendre. Que c'est pas fini. Tu es une éternelle apprentie étudiante. Ah, je suis une étudiante, comme disait mon papa, comme j'ai raconté à l'instant. Je suis une éternelle étudiante, c'est sûr, une étudiante de la vie, avec un grand V, avec un très grand V. Hein, voilà, c'est notre petite vie humaine qui peut s'arrêter avec la mort. Mais c'est pas la vie avec un grand V. C'est ce qui t'a donné, parce que tu parlais avant le début de l'émission de cette notion de perspective. Donc à travers toute ta compréhension, t'aimes bien aligner les choses pour voir la perspective d'un acte, jusqu'où il peut aller. Ça t'a inspiré, donc c'est de Saint-Exupéry, hein, cette notion-là. Comment est-ce que aujourd'hui, tu continues de la mettre à l'œuvre, cette perspective ? Peut-être je vais reprendre le fameux tableau de Gauguin, hein, les 4 tableaux majeurs de son époque quand il est à Tahiti, avec d'où je viens, où je vais, les 2 questions de base, et puis qu'est-ce que je viens faire ici ? Et à quoi ça sert tout ça ? Parce qu'il y a mon petit job à moi dans ce que je fais dans ma vie, mais qui est souvent quand même relativement limité. Et puis, il y a effectivement tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est magnifique. J'ai beaucoup circulé sur la planète en faisant des missions humanitaires en Asie, en Afrique, en Amérique latine, etc. Et puis parce que j'ai eu envie d'aller à la rencontre de gens qui ne pensent pas comme moi. Parce que ça, c'est génialissime. Hein. Je crois que c'est Nelson Mandela qui a fait ça quand il s'est fait arrêter en Afrique du Sud. La première des choses qu'il a voulu, c'est apprendre la langue de ses bourreaux. Et la deuxième chose, c'est comprendre comment ils ont été formés pour qu'ils puissent en arriver à faire ces gestes-là. Et donc ça aussi, c'est une perspective. C'est-à-dire qu'en fait, cet homme, il était enfermé dans une geôle, il ne pouvait même pas s'étendre. Hein, il était très grand, hein, Nelson Mandela. Il ne pouvait même pas s'étendre dans la cage dans laquelle il était enfermé. Et la journée, il cassait des cailloux. Hein, donc, en activité, c'était un peu limité. Mais comme son esprit, avec peut-être un petit E, mais à l'intérieur d'un grand E, cherchait encore et encore à comprendre. Il voulait comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on peut en arriver là ? Je suis toujours sur les périodes de l'histoire, je lis énormément aussi de l'histoire pour essayer de comprendre comment c'est possible qu'on puisse arriver à ces situations d'opposition, de peuples les uns contre les autres, enfin tout ça pour moi, c'est ce qui se passe là, et ça pourrait m'arrêter, parce qu'aujourd'hui on a des exemples quand même qui sont terribles, hein, pour pas dire terrifiants, mais si je le mets en perspective avec un accomplissement de vie, je reste debout. Je viens de lire un livre à la fois très très difficile et en même temps magnifique. Ça s'appelle La sage-femme d'Auschwitz. Je ne savais pas qu'il y avait autant de bébés qui étaient nés dans les camps. Ah oui. Et en fait, ce livre, il est à la fois terrifiant parce qu'on y expose des choses épouvantables. Et en même temps, les 2 héroïnes, alors il y en a une, c'est une histoire vraie, l'autre, c'est une fiction, mais elles vont tenir parce qu'elles veulent rester en vie et témoigner et donner la vie. Elles deviennent sages-femmes. Il y en a une, c'est son métier, elle va apprendre à l'autre infirmière à faire des accouchements. Et je crois que peut-être la métaphore que je donnerais pour répondre encore mieux à ta question, c'est la notion d'accouchement. En fait, à chaque moment, on est en train de renaître à une part de nous-mêmes et de lui donner naissance, de lui permettre effectivement de s'étendre. Et là, tu vois, mes mains font ce mouvement parce que c'est comme si ça ne s'arrêtait jamais.
Hein, c'est la fameuse bulle d'eau, tu sais, qui tombe dans le lac et qui Oui. qui est répercutée comme le battement d'aile du papillon. On connaît cette métaphore-là. Et ça, pour moi, oui, ça, c'est une perspective. Donc voilà. Et peut-être la perspective principale, c'est quelle que soit la situation, de peut-être parfois dans certaines choses, on va pas rencontrer de bonheur dans notre vie. Parce qu'on n'a pas à manger, parce qu'on est enfermé, parce que c'est la guerre, parce que tout s'écroule, parce que. Mais la joie dont je parle, dont parle Hildegarde, c'est pour ça que vraiment, je ne veux pas dire que je suis tombée amoureuse d'Hildegarde, mais elle m'a rencontrée au cœur. Je me suis dit, ah voilà quelqu'un qui met les mots et qui toute sa vie a fait ça. Elle a eu beaucoup d'obstacles dans sa vie. Ça a été difficile. D'abord, c'était une femme. Si elle n'avait pas eu Bernard de Clairvaux pour la protéger, à mon avis, elle aurait fini sur un bûcher. Hein. Mais lui, il l'a reconnue comme une flamme. Il lui dit, tu es une flamme de lumière. Ne laisse jamais personne l'éteindre. Et donc, quand on est soutenu aussi par quelque chose comme ça, eh bien, ça lui a donné une force. Alors bon, le pape a été averti, donc voilà, ça lui a permis d'être protégée. Et elle a pu faire un nombre de choses absolument extraordinaires, dont dire, profitez des bonheurs de la vie. Profiter des satisfactions, des bonheurs, tout ça. Jean-Yves Leloup en parle magnifiquement bien aussi, d'ailleurs, dans un livre. Mais la joie, elle est intrinsèque aux fibres de notre cœur. Et c'est à nous d'enlever les scories, finalement, pour la laisser rayonner. Hein, j'aime bien, un jour, ça m'est venu comme ça, quelqu'un venait de me dire, très gentiment, c'était assez flatteur, tu es brillante. Bon, ça me faisait plaisir, évidemment. Ça nourrissait un peu mon ego, comme on dit. Mais... il y a quelque chose qui ne me satisfaisait pas. Et tout d'un coup, m'est venue la différence entre briller et rayonner. Aujourd'hui, je veux bien... Briller, il faut une source extérieure. Il faut une source extérieure, ou alors il faut briller avec son mental. Mais pour une source, pour l'extérieur. Ouais, pour l'extérieur, alors que rayonner, ça part ça vient de l'intérieur. Et c'est un rayonnement, c'est comme l'information en physique quantique, parce que j'ai fait aussi beaucoup de physique, puisque j'ai eu la chance d'être formée en transdisciplinarité à l'UNESCO par Marcel Victor Loquin, qui était appelé l'Homo Loquins par Federico Mayor, qui dirigeait à l'époque où il y était l'UNESCO, parce qu'il s'intéressait beaucoup au langage, aux mots. Je m'arrête beaucoup à l'étymologie des mots. On parlait d'empathie, de compassion tout à l'heure, par exemple. Eh bien, effectivement, ça va nous donner des comportements qui ne seront pas les mêmes. Un empathique, on peut considérer que c'est sympa. C'est bien, un empathique, au moins, il s'intéresse à l'autre. Sauf qu'il dépasse parfois ce qu'il peut gérer, maîtriser, voire supporter. Hein. Alors que dans empathie, in pathos, on parlait de ça, cum pathos, compassion, c'est Mathieu Ricard qui nous donne la différence entre les deux. Eh bien, je suis avec la souffrance de l'autre, mais je ne la porte pas à sa place. Je l'accompagne. Et je pense que le rôle du médecin, tu vois, puisqu'on parle évidemment de mon parcours, c'est poser la main. Quand je faisais de la psychosomatique, un jour, Sami Ali m'a dit « J'ai l'impression que vous faites de la psychosomatique comme du SAMU. » Et je sentais bien que ça n'était pas un compliment. Et tout de suite, j'ai eu l'image. Moi, quand j'étais au SAMU, il fallait que j'aille mettre le tuyau dans le nez, dans les veines, etc. Et je faisais un peu ça dans mes consultations aussi, parce que je voyais, moi, où était la problématique. Et j'étais beaucoup trop interventionniste, c'est clair. Ça t'en revient beaucoup. En fait, voilà. Et j'ai appris après, en fait, à savoir ce dont l'autre pouvait avoir besoin, où était sa problématique, et à simplement poser une proposition d'une transformation de vie, que ce soit du corps physique ou d'autres, en simplement le laissant venir s'approprier la réflexion, l'outil, les propositions d'hygiène de vie. Si on le fait à la place de l'autre, on en fait des esclaves. Et en soi-même, on devient un beau gourou. C'est intéressant. Et ça, c'est pas l'autonomie qu'on va donner à la personne dont il aura besoin au moment où il meurt. En fait, si on a appris l'autonomie, c'est pas l'individualité. Hein. Je fais attention au mot parce que Jung prononce un mot magnifique, individuation. Et le mot d'individuation mène à l'autonomie. C'est-à-dire, j'apprends que je suis quelqu'un d'unique, un sujet unique. Et que j'ai à m'occuper des 4 pieds de ma table. Mais quand je le fais, en apprenant à ne plus dépendre, puisque si je suis dépendante, je suis effectivement, je vais dépendre d'un gourou, je vais dépendre de quelqu'un, je vais dépendre. Et le jour de la mort, il y a une chose qu'il faut savoir, hein, même si on a un accompagnant à côté de nous, on est tout seul.
à faire la traversée. Mais si on a pensé à prendre la bonne gourde, le sandwich qu'il faut, eh bien on va faire la traversée. Plein de traditions, comme la Grèce, parlent de ça, avec la pièce à donner aux chiens qu'on met sur la langue de Cerbère. C'est magnifique. J'ai beaucoup étudié, alors il y a des livres depuis longtemps qui existent là-dessus. La tradition de la mort chez les Tibétains, chez les Africains, en Inde, etc. Là, c'est magnifique. Ils donnent un nombre d'informations qui sont très, très précieuses et très simples. Donc voilà, c'est comme quand on prend sa voiture, si on n'a pas de GPS, je passe. C'est quoi le dénominateur commun à ces traditions par rapport à l'autonomie? Être autonome. Autonome en ayant compris qu'on est dépendant, entre guillemets, de la source, mais que la source, elle est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Et ça, c'est de la physique. C'est pas de la religion, c'est pas c'est de la physique. Hein, c'est à la fois dedans et dehors. J'aime beaucoup l'image de la planète quand on la voit investie par les champs électromagnétiques. Oui. Hein, voilà. Donc c'est à la fois dedans et dehors. Et c'est pour ça que je dis beaucoup à mes patients sur mon bureau, j'ai une petite photo, enfin c'est pas une photo, c'est un dessin. On voit un clown avec son nez rouge et il a un téléphone. Mais le téléphone, il monte vers le haut. Avant, c'était marqué Hello God. Moi, j'ai enlevé God, je l'ai mis inside. Je l'ai mis dans le cœur. Hein, selon aussi certaines traditions, on dit que Dieu est caché dans notre cœur. Mais j'ai mis Angel, hein, j'ai mis les anges. J'aime beaucoup les anges. J'ai une grande passion pour les anges. Et d'être capable de demander de l'aide. Donc tu vois, même au cœur de rechercher notre autonomie, être capable de demander de l'aide. Donc autonomie ne veut pas dire autarcie. Voilà, exactement. Ça ne veut pas dire séparation. C'est exactement même l'envers. Hein, quand on parle du diable, en fait, l'étymologie diabolos, ça veut dire être coupé. La division. Divisé, mais surtout séparé. Séparé. Alors bon, là je vais utiliser un mot important peut-être, mais parce que voilà, Jean-Yves le prononce souvent, séparé du logos, c'est-à-dire séparé de la connaissance avec un très grand C. Notre mental va apprendre le savoir dans notre cursus, mais à l'intérieur de nous, nous avons la connaissance. J'ai entendu le nombre de kilomètres qu'on a dans chaque brin d'ADN, je ne sais plus combien il y en a, mais c'est absolument subjugant. Donc la connaissance, elle est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que ces temps de jeûne ou de méditation, enfin il y a des tas de gens qui font, ou marcher sur le chemin de Compostelle, hein, tout simplement. Hein, c'est prendre du temps pour ne pas laisser le mental prendre toute la place, être dans ce ressenti, être à l'écoute, s'apercevoir qu'on a des mécanismes de défense. Et qu'il ne faut pas les enlever immédiatement. Ça serait comme couper un pied trop brutalement. Mais il faut prendre conscience. Il s'agit de prendre conscience à ce moment-là de l'obstacle et de travailler, entre guillemets, comme on dit, dessus. Mais pas travailler avec l'étymologie trépalium du mot travailler, qui veut dire quand même la torture. Mais travailler sur soi, c'est pas de la torture. Bon, il y a des moments où on rencontre des trucs un peu compliqués quand même. Parce qu'on n'est pas très fiers de nous quand on a réagi d'une manière... à se protéger tout seul. On le voit bien dans les situations d'urgence. Hein. Il y a des gens qui, dès qu'ils sont en situation de difficulté, pensent à celui qui est à côté d'eux ou à celle qui est à côté d'eux. Et puis inversement, il y en a, c'est une autarcie absolue là pour le coup. Là, en autarcie, on meurt. Et non seulement on sait déjà qu'on va mourir, mais on meurt malheureux là. Hein. On meurt malheureux parce qu'on n'honore pas, nous n'honorons pas la vie à ce moment-là, avec un grand H et un grand V. J'aime bien les lettres. Alors, honorer la vie, c'est quelque chose qui te caractérise beaucoup et que tu incarnes assez bien, parce que du coup, tu le manifestes dans beaucoup de tes propos, de tes postures. Hein. Tu rayonnes cette vie quand on te parle et dans ton travail, on voit que tu le mets à l'œuvre. Et si bien que il y avait un sujet qui te tenait à cœur, cette façon d'honorer la vie dans cette époque qui, aujourd'hui... nous met beaucoup de choses assez anxiogènes sous le nez, nous maintient dans des énergies assez basses et viennent aussi à travers la loi récemment votée, la loi sur l'euthanasie, mettre dire la vie un peu de côté. On pourrait se dire oui, mais ça peut aider des gens aussi, c'est vrai, ça, tu vas nous le dire, parce que toi tu les as vus, ces personnes-là, qui souffrent et qui sont impossibles à soigner. Absolument. Et pourtant, c'est un sujet qui t'a bouleversé. On en a parlé ensemble. Pourquoi est-ce que, selon toi, ce qui se passe actuellement avec cette loi euthanasie n'honore pas la vie? Alors, on ne l'appelle pas la loi euthanasie, on l'appelle la loi de fin de vie.
Hein, donc ça, c'est dans les textes, voilà. Mais effectivement, le mot d'euthanasie a été prononcé par tout le monde, hein, les gens soient favorables ou défavorables. D'abord, la première chose à laquelle je pense, c'est que nous avions déjà 2 lois, celle de Leonetti et de Claes Leonetti, qui nous permettaient, en cas de nécessité, de voir quelqu'un qui est effectivement au bout du bout, de l'aider à partir. Donc ça existait déjà. Ça existait déjà. C'était quoi le bout du bout pour la le loi? bout du bout, alors c'est une évaluation, un peu comme on évalue les fonctions respiratoires, le rein, le foie, etc. Quelqu'un, donc c'est qui? Il n'y a plus rien qui fonctionne. On essaye de donner un antibiotique, il ne fait rien. On essaye la chimio, ça ne marche pas. On essaye la radio. Je parle de l'allopathie là, hein, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de résultat. Et moi, je l'ai vu dans le service, dans l'hôpital que j'ai co-dirigé. Il nous est arrivé de donner, par exemple, des doses de morphine à des personnes. On voyait qu'elles souffraient terriblement. Elles ne communiquaient plus du tout. Elles n'y arrivaient plus. Elles étaient trop abîmées, on va dire, hein, pour pouvoir. Et donc, de favoriser, en fait, la morphine en ne se demandant pas si il fallait pas la donner parce qu'effectivement, ça peut créer des arrêts respiratoires. C'est une chose. Et ça, c'est quelque chose, si on met le mot d'humanité dans notre travail, nous les médecins, le médecin et tout le corps médical et paramédical, on ne peut pas ne pas tenir compte de ça. Mais on avait, encore une fois, déjà les outils. C'est quelque chose qui, pour toi, était nécessaire. De pouvoir permettre, dans ces cas-là extrêmes, absolument. D'abréger, on va dire, abréger quoi, les souffrances. Oui, il y a une forme d'abréger les souffrances. Donc, en abrégeant les souffrances, en utilisant des produits quand même violents, on est quand même coercitif, hein, clairement. On emmène les gens, effectivement, vers la fin de leur vie physique. Et ça, tu l'as vu souvent dans ton métier? Oui, bien sûr. Bien sûr, je l'ai vu. Alors, j'ai tout vu. J'ai vu l'acharnement thérapeutique. J'ai vu l'acharnement des familles à ne pas pouvoir laisser partir quelqu'un. Oui, mais parfois on entend des histoires où au bout de plusieurs années, les gens se réveillent d'un coma miraculeusement. On peut comprendre l'espoir de vouloir... Mais tout à fait. J'ai écrit une lettre et finalement je ne l'ai pas envoyée. À l'époque, on a débranché Vincent Lambert. Oui, ça date. Parce qu'il y avait, en plus, une partie de la famille se battait contre l'autre. Les pour et les contre dans la famille. Et effectivement, j'ai réagi à cette époque-là et j'ai découvert à cette époque-là un livre qui s'appelle « Une larme m'a sauvé ». C'est un livre que je recommande à tout le monde. Parce que cette femme va tomber dans le coma, elle fait un coma vraiment tellement profond que les médecins sont convaincus qu'il n'y a plus rien qui marche. Ils expliquent à la famille qu'elle est un légume, quoi, vraiment. Mort cérébrale, il n'y a plus rien qui fonctionne. D'ailleurs, ils font des manœuvres sur le corps qui déclenchent d'habitude, évidemment, des réactions très fortes. Cette dame ne réagit pas. Et puis, on décide... alors, il y a un timing qui est proposé, à propos de la loi aussi, on en parlera de ça, de l'équivalence de ce que ça donne en sous, en monnaie. Sa fille vient la voir tous les jours, cette dame. Et un jour, elle voit une larme au bord de l'œil de sa maman. Elle va chercher l'infirmière en disant « mais elle pleure ». Et l'infirmière dit « non, c'est une irritation oculaire, non ». Et puis le lendemain, rebelote. Et le lendemain, rebelote. Et là, la fille, elle est heureusement la preuve qu'il s'agit que nous soyons pas tout seuls. Pour le coup, on est tout seul intérieurement, mais on n'a pas à être tout seul. Et là, on va parler peut-être aussi des mesures peut-être à prendre, justement, pour être à la fois protégé, défendu et accompagné. Et elle va tambouriner tellement, la fille. Eux, ils sont convaincus que non, c'est franchement, ils mettent des pansements supplémentaires sur les yeux. Enfin bon. C'est possible de pleurer même quand Alors en fait, je vais te donner la suite. Elle n'est pas un légume en fait. Ça correspond à ce que tu étais en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, on va décider que de toute façon, elle a fait son temps. Elle a consommé l'enveloppe qu'on lui accorde. Et donc, on la débranche. Donc, on débranche le respirateur, on débranche tout. En s'attendant à ce que tout s'arrête. C'est un peu pour calmer la fille et puis arriver effectivement à libérer un lit. Et elle ne meurt pas. Et non seulement elle ne meurt pas, mais un jour la fille est à côté, elle voit toujours l'œil qui coule. Elle appelle ça des larmes, les autres ils appellent ça une irritation oculaire. Et un jour elle sent un petit mouvement dans un doigt de sa mère. Et là elle va chercher l'équipe médicale qui est obligée de constater qu'il y a quelque chose de bizarre.
et elle va se réveiller. Et aujourd'hui, elle donne des témoignages. Je l'ai vu il y a très très peu de temps sur un témoignage. Je ne sais plus où j'ai aperçu ça, mais je l'ai vu. Moi, j'ai le livre. Et en fait, voilà, c'est un des cas dont tu parles, de quelqu'un qui va se réveiller. Alors, je ne sais plus à l'époque combien de temps on l'avait laissé dans cet état-là. Aujourd'hui, en fait, on fait des enveloppes de dépenses. Comment ça, les enveloppes? Eh bien, quelqu'un qui a 30 jours en réanimation a coûté tant à la société. Et on fait quoi avec cette info? Eh bien, avec cette info, on prend la décision de laisser brancher ou de débrancher. Mais qui prend la décision? Le chef de service. Il ne faut pas l'aval de la famille? Maintenant plus, avec la nouvelle loi. À l'époque, oui, en tout cas, il fallait... À l'époque, on avait la personne de confiance qui pouvait dire non, je ne veux pas, ou non, elle a laissé des directives. Alors moi, je conseille à tout le monde de laisser des directives. Peut-être, par exemple, je ne veux pas être un cobaye, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, mais je veux être soigné. D'ailleurs, il faut préciser aux gens qu'aujourd'hui, les gens sont donneurs par défaut. Il faut préciser sur le portail du gouvernement s'ils veulent ou pas rester donneurs. Bien sûr. Ceux qui refusent, il faut... Parce que par défaut, tout le monde est marqué comme donneur. Voilà, tout à fait. Et ça peut conduire effectivement à des actions qui ont été dénoncées par certaines personnes d'une forme d'abus. Encore une fois, il ne faut pas faire de généralisation. C'est pas parce qu'il y a eu un abus quelque part, avec un besoin, par exemple, d'un organe, et puis tout d'un coup, on a décidé que voilà, il y avait une mort cérébrale. On ne peut pas prélever d'organes sur des gens vivants. Hein. On ne peut pas prélever d'organes sur des cadavres. Mais il faut qu'ils soient en vie. Mais en état de mort cérébrale, on peut. Mais qu'est-ce qui nous permet... Si la mort, tu vois, on parlait de la définition de la mort tout à l'heure. Si la mort, c'est l'arrêt du corps physique, mais pas l'arrêt de la conscience. Pas l'arrêt de l'information, comme on dit en physique quantique, la fameuse longueur d'onde, qui, d'après ce que me disait mon maître en sciences, Marcel Victor Lequin, disait « ça c'est pérenne, pour toujours et à jamais ». C'est arrêté ni par l'espace ni par le temps. C'est intéressant, puisque chaque chose, que ce soit la tasse, tes mains, ta tête, n'importe quoi, il y a un élément... on va dire pesable, objectivable, transformable selon la loi de Lavoisier, mais il y a également intrinsèquement effectivement une longueur d'onde d'une information reliée à ça. La chose peut se déliter au niveau matériel, elle ne se délite pas au niveau informationnel. Donc reprenons aussi la définition de la mort aujourd'hui, peut-être avec ces connaissances-là, parce que c'est important quand même. Donc, est-ce que si admettons qu'on soit en état de mort dite cérébrale, est-ce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne ou pas? Et preuve en est, ce que tu citais tout à l'heure, il y a des gens qui sont sortis. Alors voilà, il y en a. Bon, j'imagine que c'est rare, dans ce que tu as vu dans ta carrière, ce genre de cas, de revenir d'un coma irréversible, dit irréversible. Mais est-ce que pour toi, ça vaut le coup de garder la foi, de s'accrocher à la vie à ce moment-là? Ou est-ce qu'il vaut mieux laisser les choses se faire? Alors, tu vois, je te parlais de mon papa qui a été débranché. Et pourquoi aussi le 27 mai, ça a été vraiment douloureux, vraiment extrêmement douloureux pour moi. C'est qu'il est mort un 27 mai. Il a été débranché le jour où la fameuse loi voilà, en date anniversaire. A été, donc évidemment, l'écho a été... C'est un écho n'a pas été des moindres. Et ce qui m'interroge au cœur de cette loi, mais encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui la respecteront, qui la feront vraiment de très juste manière et d'autres pas. Et c'est bien ceux qui ne le font pas qui, évidemment, me perturbent. C'est d'informer chacun. Je crois qu'il ne s'agit pas de s'accrocher. Il s'agit d'accomplir ou pas. Tu vois, il y a quelque chose qui se développe autrement. On peut dire à quelqu'un, moi je l'ai dit, quand je montais dans les voitures encastrées sous les camions, je passais par le haillon arrière, encore une fois j'étais très mince, donc je passais par le haillon arrière, j'allais mettre mes mains sur les épaules des gens qui étaient coincés sous leur moteur devant, et je leur disais, tenez bon, on est là, on va vous sauver. Et je sais que des mots comme ça peuvent aider, mais peuvent faire des miracles. Ça commence là, le soin. Oui, par une parole d'espérance, qui est très différente de l'espoir. Pourquoi? Parce que l'espoir, c'est j'attends quelque chose dont je dépends. L'espérance, c'est une posture. Même si tu meurs, même si je meurs, même si mon papa est mort, et si aujourd'hui ma maman est morte, ils ont accompli leur vie. Donc oui, il y a un deuil. Oui, il y a une perte. Mais un jour, c'est ce que j'ai dit au chef de service dans lequel était mon papa, je dis, vous avez perdu un patient. Parce que vous l'avez débranché. Moi, je n'ai pas perdu mon père, je peux perdre mon porte-monnaie, mais je ne peux pas perdre mon papa. Parce qu'il ne m'appartient pas.
Mon patient ne m'appartient pas. Et ça n'est pas facile, parce que par méconnaissance, beaucoup plus que par trop d'arrogance ou de méchanceté, nous n'avons pas toujours la bonne posture avec nos patients. Un patient qui, pour moi, par exemple, est atteint d'une maladie grave, je vais vraiment lui donner des parcelles, on va dire, en tout cas presque à dose homéopathique, mais 4 fois par jour, d'espérance. Je ne vais pas lui dire, vous inquiétez pas, le cancer, maintenant, ça, on soigne bien. Non, parce que quelque chose d'assez léger peut devenir terrible. Parce que si nous ne comprenons pas ce que nous avons à évoquer, hein, je t'ai raconté, moi j'ai eu aussi des accidents cardiaques. Je ne sais pas. Ouais. Et donc à chaque fois, je me suis posé la question, là, comme la première fois, est-ce que ton cœur est assez ouvert? Je pense qu'il y a une symbolique associée aux maladies. Oui. Comme ça. Oui, bien sûr. À la fois une symbolique, une mécanique psychosomaticienne. Donc voilà, hein. Et puis à la fois aussi une symbolique. Comme on dit, le mal a dit, la maladie. Oui, oui, j'aime bien ça. Oui, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que ça me raconte? Qu'est-ce que ça me raconte, cette histoire? Qu'est-ce que ça vient? De quoi ça vient me parler dans cette espèce d'habitude que j'ai de vivre de cette façon-là, selon les traditions, selon le formatage, selon. C'est quoi ma vie à moi, voilà, avec un cancer, j'ai eu aussi une pathologie cancéreuse. Donc j'ai eu, peut-être ça aussi, ça a été une grande école pour moi, tu vois, dans mon parcours. La maladie jusqu'à imaginer que je pouvais mourir. Hein. Mais, alors qu'est-ce que tu as pu apprendre, que tu as surmonté depuis? Qu'il s'agissait de ne jamais rien laisser passer. Comme dit Olivier Clerc, c'est quelqu'un qui organise des cercles de pardon. Et je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, je le trouve exceptionnel, cet homme. C'est-à-dire que je passe rien, mais rien. D'abord parce que je vois tout, j'entends tout, je capte tout. Ça fait parfois beaucoup d'informations. Hein. De temps en temps, j'aimerais bien fermer la télé et j'ai beaucoup de mal. Mais et là, il faut que je joue avec mon chat, en fait. C'est mon grand remède, mon chat. Mais j'ai appris qu'à chaque fois, il s'agissait que je réoriente mon comportement, mon ressenti, et parfois j'ai découvert qu'il me restait des blessures, que je croyais avoir fini de travailler, j'avais pardonné, l'autre m'avait demandé pardon, comme par exemple je te racontais avec ma maman, mais les fameuses 5 blessures d'Elisabeth Kubler-Ross que j'aime beaucoup, hein, qui fait que on peut être trahi, on peut être rejeté, on peut être abandonné, on peut être humilié, on peut être mis en situation d'indifférence absolue. Alors c'est pas, je t'ai parlé d'Elisabeth Kubler-Ross, ça c'est les blessures, c'est les 5 blessures de l'âme. Je sais plus comment elle s'appelle. Louise quelque chose, c'est une Canadienne. Elisabeth Kubler-Ross, elle dit face à la trahison, à la maladie, ou etc., on va réagir d'une manière différente. On va d'abord dire non. C'est le déni. Le déni, ouais. Oui, non, je vais aller faire le tour du monde, tiens. J'apprends que j'ai un cancer, je vais aller faire le tour du monde. Peut-être c'est bien quand même que tu fasses des examens avant de partir. Tu peux partir. Il y en a qui sont partis. Il y a un chef de service de l'hôpital de Villejuif, qui était pneumologue, et qui un jour, ça c'est une anecdote qui m'a été racontée par sa consoeur, qui travaillait avec elle. Et voilà, elle met sa radio pulmonaire sur le scope, hein, le truc où on lit les radios, et puis il y a un copain qui passe, et qui regarde la radio, parce qu'elle est en train d'observer la radio. Lui, il ne sait pas que c'est sa radio à elle. Et il regarde la radio, il dit « Oula, mal barré ton patient. Hein. » Merde. Ouais. Et elle dit « Probablement. » Et donc, elle est dans cette phase un peu de déni. « Non, c'est pas possible, je vois mal. » Enfin, voilà. Et le diagnostic de l'autre qui arrive derrière. En fait, elle pose son stylo sur son bureau, elle plie ses affaires, elle s'en va. Elle se dit « Il me reste 3-4 mois. » Je suis pas allée voyager en Inde où j'avais tellement envie d'aller. Et elle parle à mon amie, c'est comme ça que je sais que c'est une histoire vraie. Et pas, et elle dit à mon amie, écoute, je te laisse le service, moi je m'en vais. Et donc elle s'en va. Elle est toujours en vie aujourd'hui en Inde. Parce qu'elle a trouvé sa mission de vie ou... Je pense qu'elle a, en stimulant son immunité, en retrouvant son identité, en retrouvant peut-être quelque chose sur pourquoi elle était faite, elle a retrouvé un mécanisme de vie qui a permis ce qu'on appelle une homéostasie, un rééquilibre. Hein, et là, on est dans l'allopathie absolue. Voilà. Et elle a ce qui fait que ces lymphocytes killers, comme on les appelle, ils ont fait le boulot, ils ont débarrassé des cellules cancéreuses qu'il ne fallait pas. On sait maintenant, dans certains travaux, alors ça perturbe énormément de monde, que des cellules cancéreuses peuvent reprendre leur normalité. C'est le professeur donc Louis. C'est réversible. Ça peut, bon, ça va être voilà, très rare, mais voilà. C'est intéressant de voir en tout cas comment l'environnement psychologique d'une personne
peu... psychologique et spirituel, spirituel, pour reprendre le mot. C'est-à-dire si tout d'un coup je réinvestis ma vie comme quelque chose qui est à accomplir, en me délivrant des messages, en trouvant cette autonomie dont on parle, en trouvant cette joie que j'ai dans mon cœur qui peut être enfouie parfois par plein de chagrins, par plein de choses, par mon mode de vie aussi, etc. Oui, ou parfois un boulot que les gens font qui ne les intéresse pas. Bien sûr. À ce moment-là, je peux retrouver quelque chose de l'ordre, effectivement, du vivant profond. Tu vois, j'aime bien dire que moi, je suis une passionnée du vivant et de son mystère. Parce que je garde toujours cette part de mystère. Mais ce mystère ne me fait plus peur. J'ai plus l'impression, comme j'ai pu l'avoir tout au début de ma carrière, d'être dépossédée, d'être impuissante. Alors je peux le rencontrer. Quelqu'un arrive avec une pathologie lourde. Il n'y a pas très longtemps, une de mes amies est venue me voir. Odile, je veux que ce soit moi toi qui me soigne. Voilà, j'ai un cancer métastasé. Tous les organes. C'est pas facile. J'ai hésité une seconde parce que je la connais bien, c'est une amie. Et puis, elle me l'a demandé d'une telle manière que j'ai fini par dire oui. Parce que je sais, quand je suis assise derrière mon bureau, que la personne qui est en face de moi reste mon patient ou ma patiente, avec toute la patience qu'il faut d'attendre parfois dans ma salle d'attente, parce que comme les consultations peuvent trouver des rallonges, ça peut justifier. Il y a plein de livres, il y a plein de trucs à faire dans ma salle d'attente. Et elle est en train de réorganiser sa vie d'une manière absolument extraordinaire. Elle est dans une stabilisation. Alors chimio, radio, on a rien. Et je travaille avec son cancérologue. Voilà, on a mis en route tout ce qui pouvait l'aider. Retrouver son immunité, retrouver une forme d'identité au cœur de sa vie, utiliser la chimio, utiliser la radio, utiliser la nourriture, enfin voilà, on met tout ensemble. On arrive à le mot qu'on évoquait tout à l'heure ensemble, le mot de médecine intégrative. Qui permet d'intégrer. C'est un mot que j'aime moyennement, mais l'histoire d'intégrer tous les éléments est vraiment extrêmement intéressant. Et pas simplement l'allopathie et la non-convention, mais tout l'ensemble. Là, tu prends un peu le meilleur de chaque univers, de chaque monde, chaque domaine, pour en faire un tout cohérent. Oui, le mot est absolument celui-là. Cohérent, congruent. C'est un mot pas très joli, congruent, mais j'aime bien quand même, parce qu'il est encore plus fort. La congruence, le mur, il va tenir. Et en même temps, il faut savoir défaire nos murs. Mais pas d'un coup, ou pas n'importe comment, ou pas avec n'importe qui. Donc, on a beaucoup de responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes, en fait, avant tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, au cœur, je dis toujours, ça ne m'arrivera jamais d'être ministre de la Santé, heureusement, peut-être, parce que c'est compliqué quand même. On te le souhaite. Je te le souhaite. Je nous le souhaite. Moi, je ne sais pas si je me le souhaite. Mais en tout cas, je mettrai effectivement une espèce d'obligation de chaque étudiant à rencontrer la maladie, à rencontrer la chirurgie. J'ai connu un gynécologue accoucheur qui obligeait ses internes à rester une semaine entière dans un lit avec une perf dans le bras. Pour qu'ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire d'être allongé dans un lit, à pas pouvoir faire, pas simplement aller, tu te lèves, tu vas fumer ta clope au bout du couloir, et puis tu reviens. Voilà. Alors, c'est vrai que je pense que dans mon parcours de vie, comme je te l'ai raconté, j'ai rencontré beaucoup de situations que vivent mes propres patients. Et donc, ça me permet, de se sentir plus proche d'eux, peut-être. Oui, à la fois plus proche et puis peut-être d'être à l'écoute des ressources que moi je suis allée chercher pour pouvoir traverser. Quand on m'a mis le diagnostic cancer, j'en menais pas large quand même. J'avais beau savoir plein de choses. Ma vie peut s'arrêter là. Voilà, c'est un choc. Mais j'avais déjà beaucoup d'outils. Donc j'ai pu consulter les bonnes personnes, j'ai pu mettre en place des outils thérapeutiques complémentaires et voilà, je ne suis pas morte de mon cancer qui était heureusement pris relativement précocement. Mais je vois des cas assez fous, comme tu disais, de gens dans le coma qui se réveillent ou de gens qui ont des pathologies dont on peut penser que... Oui, et ce qui fait que avec cette nouvelle loi dont on parlait juste avant, là, qui est passée le 27 mai, qu'est-ce qui peut advenir de cette personne? Est-ce que, selon toi, ça peut amener à des dérives où du coup on va plus forcément aller jusqu'au bout des possibilités, on va peut-être abréger les choses assez vite en fonction soit de l'âge, soit de la motivation du patient, de son entourage? Oui, je pense que oui. Et pas forcément de façon machiavélique ou méchante, encore une fois, mais de voir qu'effectivement, quelqu'un avec vraiment plusieurs comorbidités, comme on dit aujourd'hui,
Alors, tant qu'il tient debout, on ne l'euthanasie pas. Hein, voilà. Mais si tout d'un coup, effectivement, il perd pied, comme on dit en médecine, et il va se retrouver dans certaines situations, oui, on pourrait prendre une décision qui serait d'abréger la vie. Et si personne ne s'y oppose autour. Mais maintenant, de toute façon, alors dans la loi, il y a que si tu t'interposes entre la décision du médecin et le patient, toi-même, tu peux être sanctionné. Alors voilà, il y a une sanction, il y a un délit de dissuasion maintenant sur ça, ce qui est quand même ahurissant. C'est-à-dire qu'un proche qui pourrait avoir envie de redonner un peu d'espoir, un peu de foi, pour dire, bon, attends, peut-être qu'on peut trouver d'autres solutions, voilà, essaye autre chose, ça peut être sanctionné. Oui, ou le médecin. Hein. Ou le médecin. C'est le médecin aussi qui... Les médecins qui ont un peu plus qui ont de l'espoir. Comment c'est possible qu'on en arrive là et que des médecins, des personnels soignants acceptent de se faire le relais d'une telle loi? Parce que je crois que la société est passée dans cette forme de dérive dont on parlait tout à l'heure, on est passé du sujet à l'objet. Et c'est là que je dis que nous sommes tous responsables. Parce que si j'accepte qu'on prenne des décisions à ma place, si j'accepte qu'on me dise mange ça, fais ci, fais ça, c'est comme ça, etc., et que je ne le remets pas en question, que je ne fais pas mon boulot de chercheur dans ma propre vie, eh bien, je vais laisser les autres décider et prendre parfois des décisions. Comme je disais tout à l'heure, les additions et les soustractions, elles sont nécessaires dans un état, c'est obligatoire. Mais ce qui m'a terrifiée peut-être, c'est de savoir qu'on allait faire 1,5 milliard d'économies avec la loi. Quand j'ai vu, ça a été chiffré ? Oui, ça a été chiffré. C'est une blague. Oui. Ils ont chiffré les économies avec cette loi de fin de vie. Mais oui, alors voilà, faut pas avoir fait 15 ans d'études pour comprendre ce que ça veut dire. Ah, donc ça va, c'est terrible. Oui, c'est inclure une donnée économique là-dessus, c'est faire porter la culpabilité sur ceux qui vont vouloir s'accrocher à la vie, alors qu'on leur a dit qu'ils n'ont aucun espoir. Oui, et puis peut-être aussi, ça nous l'avons tous entendu, et hélas, moi je le vois dans ma pratique, des personnes âgées qui viennent me voir en disant « Mais mes enfants m'ont dit la semaine dernière, mais mamie, tu vas trop souvent boire du thé avec tes copines au café d'à côté, c'est notre héritage que tu... que tu dilapides. Si. Il y a des gens qui pensent ça. Oui, il y a 15 jours. Et alors la grand-mère qui reçoit ça de la part de son petit-fils qui a 14 ans quand même, hein. Donc il est quand même dans une certaine conscience, hein, le gamin. Mais pour qu'il puisse lui dire un truc pareil, il a entendu quelque chose. Et donc c'est là qu'on se retrouve. Et si la grand-mère elle n'a pas fait son boulot de rester un sujet, eh bien elle va se laisser emmener dans une réflexion comme ça. Elle va baisser les bras. Pour peu qu'après elle soit plus capable de rester chez elle pour X raisons, eh bien dans un EHPAD, on l'a vu relativement récemment, tous ceux qui ont perdu la perspective. Tu vois pourquoi je suis tellement accrochée à cette chose qui me semble tellement primordiale et qui est intrinsèque à ton état de sujet. Si je suis un sujet, j'ai une perspective de vie. Si je suis un objet, je le débranche, on le déplace. Le téléphone, tu le poses là, tu le poses là. Un objet est interchangeable. Oui, déplaçable et puis remplaçable. Alors qu'un sujet, et pour avoir fait de la médecine, et dans différents pays du monde, et au cœur de beaucoup de civilisations différentes, etc., on a tous des choses, mais tellement incroyablement belles à s'apprendre les uns les autres. Et comme je disais tout à l'heure, la mort de ce petit bout de chou qui avait 6 ans, moi, m'a donné une leçon de vie comme j'en ai pas beaucoup eu au cours de tous les gens hyper intelligents que j'ai eu la chance de rencontrer. Parce qu'il était l'incarnation de la joie dans la chose la plus terrible qui puisse nous arriver, c'est de perdre pied, c'est de perdre la vie. Mais lui, il est resté accroché à sa joie. Et c'est pour ça qu'il est mort avec un sourire. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as écrit aussi cet ouvrage en 1997, Un si beau sourire pour mourir. C'est un titre qui ne s'invente pas. Qu'est-ce que ça te... Pourquoi avoir écrit un tel ouvrage ? Parce que c'est le sourire que mon père avait sur son visage au moment où il est mort, alors qu'il était débranché. Et que pour moi, c'était épouvantable. Si j'avais pu défenestrer le chef de service, je crois que je l'aurais fait. Parce que ça a été fait sans ton aval, sans l'aval de la famille ? Oui. Et parce que dans ma famille, ils n'ont pas
beaucoup de gens, je le vois aujourd'hui, beaucoup de gens sont terrifiés par la maladie, la diminution, la fragilisation. C'est quelque chose qui est compliqué. Même pour moi, là, quand j'ai eu ce problème cardiaque, je me suis sentie tout d'un coup, alors pas impuissante du tout. Puis moi, la mort me fait pas peur un milliardième de seconde. Je suis pas suicidaire. Mais... bien de le préciser dans notre époque. Voilà. Mais au contraire, hein, voilà. Moi, j'ai demandé, là, j'ai 70 ans, j'ai demandé encore 70, tellement j'ai de projets, de choses, de livres, de films, de choses comme ça à faire. Mais oui, ça est arrivé. Mais le cadeau au cœur de l'obscénité de la mort de mon père, c'est son sourire. C'est son sourire qui me dit t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je quitte ma peau, je quitte mon corps. D'une certaine manière, vous allez ressentir la séparation, la perte, le deuil, etc. Mais moi, ma vie continue. Et donc c'est pour ça que oui, j'ai envie que ce témoignage prenne forme autrement que dans le livre que j'ai écrit où j'étais très en colère. Ouais, c'est pour ça que je ne l'ai pas publié. C'est un livre non publié. Oui, c'est un livre non publié. Non, c'est dommage, on ne pourra pas le lire. Oui, mais un grand éditeur français que je ne nommerai pas l'a lu, m'a dit votre livre est magnifique. Une grande actrice française l'a lu, m'a dit Géodile, j'ai pleuré de la première à la dernière ligne. C'est exceptionnel. Okay. Alors, pareil, c'est une plume plutôt, enfin bon voilà. Mais quelqu'un m'a dit, vous vous rendez pas compte de comment vous collez les soignants au mur. Parce que tout votre parcours à vous, et ça je l'entends maintenant, tout votre parcours à vous permet d'avoir une posture que beaucoup n'ont pas apprise. Beaucoup n'ont pas les outils pour pouvoir... Ouais. Et donc, à ce moment-là, les choses peuvent être vécues comme des reproches, comme des insuffisances, comme des incompétences, comme... voilà. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, mais ça prouve bien qu'effectivement, il nous faut travailler sur nos petits chemins et demander de l'aide des anges. Alors justement, cette aide un peu transcendante des anges, je voulais te demander, dans cette fin d'entretien, parce que c'est quelque chose que je vois un peu comme un fil rouge dans ton parcours, cette spiritualité. C'est quoi ton rapport à la religion? Parce que tu m'as dit que petite, c'était un rapport un peu conflictuel. Et finalement, j'ai l'impression que tu es revenue sur le chemin du divin. Oui. Merci de poser la question comme ça, parce que c'est très beau, Marc. J'ai été éduquée avec un Dieu punisseur et vengeur. Donc, dès que je faisais une bêtise, j'allais en enfer. Donc, au bout d'un moment, on m'avait appris, si tu fais les choses bien, tu seras récompensé. C'est les méchants qui sont malades, qui meurent, etc. Quand j'ai fait du SAMU, dès ma première année de médecine, puisque j'avais rencontré cet étudiant qui m'emmenait dans ses gardes, là, j'avais la preuve que tout ça, c'était pas possible. Pourquoi ? Parce qu'un bébé qui meurt sous les roues d'un camion ou qui meurt dans un accident de voiture, il vient de naître ou il a 1 mois, 2 mois, 3 mois ou même 3 ans ou 4 ans. Attendez, il n'est pas responsable de beaucoup quand même de crimes qui mériteraient qu'il meure. Et donc, voilà. Donc là, je me suis rebellée en fait contre cette religion qui était totalement sclérosante et enfermante. En tout cas, ce mode, on est bien d'accord, il y a la religion, et comme j'aime beaucoup l'étymologie des mots, religion, ça vient du mot religere ou religare, qui veut dire ou relire ou relier. Et moi, la religion qu'on me donnait, elle ne me permettait pas de me relier à quoi que ce soit. Donc j'ai dit, allez hop, à dégager. Puis j'ai eu cette chance de rencontrer des personnes, dont Jean-Yves Leloup, dont Annick de Souzenel, dont des grands maîtres. J'ai pu aller à Dharamsala chez le Dalai Lama. J'ai pu rencontrer des grandes figures spirituelles et qui m'ont permis de regarder les choses autrement. J'ai rencontré par exemple un moine à Dharamsala qui me disait « Ma seule obsession quand le Chinois me torturait, c'était de ne pas lui en vouloir. » Et là, je me suis dit « Oula, j'ai encore de la route à faire. » Ouais, là, c'est costaud. Voilà. Mais voilà, en baignant, je suis allée pas mal de fois rencontrer les Tibétains qui m'ont appris énormément de choses. Tout à l'heure, je n'ai pas cité le livre de la vie et de la mort des Tibétains. Alors, il y a des versions très épaisses, puis il y a des versions un petit peu plus faciles. Moi, je conseille aussi à tout le monde de lire ça. C'est pas du tout morbide, au contraire. Ça parle des portes qui s'ouvrent avec de la lumière à chaque fois qui jaillit, donc c'est génial. Et si on est dans la conscience de ça, il y a vraiment quelque chose d'autre qui se passe. Et c'est en étudiant les problématiques de la mort que je suis arrivée à accepter quelque chose de l'ordre d'une transcendance et d'une immanence absolue. Voilà. Et puis les exemples, je t'en ai donné 1 ou 2, mais l'histoire de l'accident de ma mère, qui va donc vivre 4 ans supplémentaires, qui va accomplir sa vie dans un rayonnement absolument incroyable, alors que c'était une femme
vraiment complexe, on va dire, hein, Ouais. je vais m'arrêter à ça. Et puis des tas d'autres personnes, ça m'a donné l'ouverture, et c'est quand j'ai réfléchi à qu'est-ce que c'est un être humain, pour revenir aux 4 piliers de l'être, que je me suis dit, le corps physique, le corps mental, le corps psychique, mais le corps de sagesse, ou spirituel, ou religieux pour ceux qui que. Et c'est vrai que par exemple la conférence d'Hildegard de Bingen, je la donne parfois dans des endroits complètement dits laïques, et je la donne parfois dans des endroits religieux. Et là, je l'ai fait récemment chez des cisterciennes, hein, elles sont relativement en retrait par rapport au monde, et c'était magnifique, c'était vraiment exceptionnel. Et là, je me suis autorisée à dire des choses encore plus profondément sur le mode spirituel et religieux que ce que tu as pu entendre à Paris le 21 janvier, parce que aussi le public pouvait avoir envie de l'entendre sous ce mode-là. Ce qui me semble important, c'est toujours d'aller à la rencontre de ce qui est la pensée, la croyance. Alors j'aime beaucoup mieux le mot de foi que de croyance. Quand on me demande si je crois, je dis pas du tout. Et les gens me disent avec tous les mots spirituels que vous utilisez, et je réponds non, mais j'ai une foi indéracinable. Indéracinable, même dans les moments vraiment terrifiants de ma vie, et j'en ai encore. Et je suis comme tout le monde, je suis humaine totalement. Tu n'as pas un fantôme que tu as devant toi. Et donc, il y a des moments où je perds pied, moi aussi. Mais j'ai mon téléphone. Mon petit téléphone, comme sur ma carte postale, là, sur le dessin, sur mon bureau. À ce moment-là, je demande de l'aide. Donc, téléphone cosmique. Oui. Oui, cosmique. Et parfois comique, d'ailleurs, parce que parfois, quelque chose arrive dans ma vie. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est un cadeau, une synchronicité, on pourrait dire, mais qui m'aide à aller. Ultreia, comme on dit, Jean-Yves Leloup parle beaucoup de ce mot, qui veut dire un pas en plus, fais un pas en plus. Ne t'arrête pas. Moi, c'est ce que je dis beaucoup à mes patients par rapport à leur pathologie, leur désespérance. Par moment, allez, Ultreia, on va faire le pas. Ensemble, je suis là. Et là, je vous tiens. Mais je vous tiens pas pour vous garder. Je vous tiens pour vous dire, allez, va. Comme on fait avec un bébé. Allez, marche, va vers ta vie. Ça, c'est un accompagnateur, quoi. Oui, oui. Qui est capable de lâcher la main de celui ou de celle qui l'accompagne. Et ça demande une forme de foi, de croire aussi. Croire en l'autre. Voilà, croire en l'autre. Quel que soit parfois ce qu'il montre de lui-même. Et je crois que, je dis toujours que les grands maîtres de ma vie, qui m'ont fait terriblement souffrir, sont dans ma famille. Et en même temps, ils sont mes grands maîtres. Parce que je ne me suis pas arrêtée, je ne me suis pas réduite à la douleur que j'avais par rapport à ce qu'ils avaient fait ou dit ou pas dit. Et de fait, j'ai élargi ma manière de considérer la situation. Elle s'inscrit dans le monde. Et si je compare ma misère à celle que d'autres traversent aujourd'hui, et il ne s'agit pas de se dire les autres souffrent plus que moi, donc je n'ai pas à me plaindre. Non, plaignons-nous, mais plaignons-nous, nous avec nous. Ouais. C'est quoi ta douleur? Où elle est ta douleur? Comment elle s'appelle? Chacun porte sa croix. Oui, chacun porte en tout cas une émotion qu'il n'a pas encore transformée en sentiment. C'est ça le projet dans le corps psychique. Transformer l'émotion en sentiment. L'émotion me tsunamise, le sentiment il m'anime. Et il me porte. Et là, la médecine chinoise, je la recite à nouveau, puisque dans chacun des organes, il y a une émotion qui est proposée. Positive, entre guillemets, ou négative. C'est la tristesse avec le cœur. Ou alors, avec le poumon, la tristesse. Le cœur, c'est la joie. Mais à l'inverse, c'est la jalousie, c'est le cœur déchiré dans le mauvais sens. Donc il y a des organes qui portent des émotions positives et d'autres négatives. Bien sûr, la dame aux camélias, la tuberculose, c'est le poumon, qui est relié à l'intestin. Donc ton poumon va aller bien si tu manges pas n'importe quoi et si tu bois pas n'importe quoi. C'est intéressant. Donc ça date depuis la nuit des temps. Ah, mais médecine chinoise, ça, quoi. 3000 ans. Oui. C'est 4000 ans même. Peut-être bien, je ne saurais plus le chiffrer. Bon. Bien avant notre ère. Oui, bien sûr, bien avant nos grands médecins qui nous ont appris plein de belles choses. Bien sûr. Mais voilà, je pense que l'observation, peut-être c'est ça le clou de l'histoire, c'est d'être capable d'observer sans juger. Oui. De nous observer sans nous juger, d'observer les autres sans les juger, sans les rétrécir. C'est très important, surtout à cette époque, où tout le monde se compare. Voilà, ouais, exact. Alors qu'on est tous des diamants. Je ne sais pas si le diamant, c'est le truc... mais tu vois ce que je veux dire? On est tous des êtres uniques. Et on a tous un rayonnement unique.
Et tant que nous ne le trouvons pas, eh ben, ça se cherche. Et tant mieux. Est-ce que toi, justement, avec tout ce parcours, toute cette compréhension, toutes ces perspectives que tu as réussi à avoir, est-ce que tu considères que tu t'es trouvé? Est-ce que tu considères que tu as rencontré ton corps de sagesse? Alors, oui, je l'ai rencontré. Ça ne veut pas dire qu'il est abouti. Ah. Mais je le connais. Je connais bien mes 4 piliers. Alors ça, je les connais très très bien. Je fais de l'acupuncture, par exemple, tous les trimestres pour donner l'énergie. Je compare toujours en disant, en Chine, en fait, ils sont très démocratiques. Il y a un président et un premier ministre tous les trimestres. Okay. Puisqu'on change de climat, de saison pour les Chinois tous les trimestres. Donc je fais ça, par exemple. Hein, donc je m'en occupe. Mon corps de sagesse, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et je vois les moments où il manque un puzzle sur... J'aime bien les puzzles. On faisait beaucoup ça avec mon grand-père pendant les vacances en Normandie où il pleuvait pas mal. Donc on faisait des puzzles. Et parfois, oui, je me dis, oui, j'ai pas encore trouvé le morceau. Tiens, il en reste un peu à chercher. Il te reste encore des petites pièces à trouver. Ah oui, ah oui. Oui, oui. Ah oui. C'est peut-être d'ailleurs ce que j'ai déduit de ce qui m'est arrivé physiquement il n'y a pas très longtemps. Cet accident cardiaque où j'ai pu penser que j'allais m'en aller. Et je suis encore là. Et je me suis dit, ils ont pensé que j'avais pas fini ma route, quoi. Tu peux te prendre les pouls, toi, chinois, pour savoir... Oui, je le fais. Je le fais. Mais j'aime aller me confier à des confrères, consoeurs de qualité, et avec qui on rit beaucoup, d'ailleurs, parce que si on rit pas... l'humour, pour moi, est absolument fondamental. Pas être caustique, hein, j'ai été caustique dans ma vie, hein, mais pas du tout être caustique, mais avoir de l'humour, du recul, pouvoir sourire. Une sorte de légèreté de joie de vivre, quoi. Une légèreté de l'âme. Ouais, une légèreté de l'âme. Quelque chose où, comme disait Jacques Brel, te prends pas au sérieux. Je crois que c'est lui qui disait, te prends pas au sérieux, de toute façon, tu vas mourir un jour. Donc, mais voilà, de garder effectivement du recul, de mettre les petites joies pour servir la grande joie. Hein. Donc, oui, je cherche encore les pièces de mon puzzle, bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais pour finir à ceux qui nous écoutent, qui cherchent encore toutes les pièces de leur puzzle, hein, peut-être parfois plus que d'autres, après toutes ces années un peu compliquées qu'on vit dans notre pays, hein, où on voit il y a eu la crise sanitaire qui nous a beaucoup divisés, éloignés, séparés, affectés. Hein. Puis cette époque anxiogène, on n'a pas à le dire, mais on le voit, en politique, en géopolitique, le moral est assez impacté. Oui, beaucoup. Pourtant, toi, tu gardes ta joie de vivre. Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent pour essayer de se reconnecter à cette joie de vivre ? Alors, il ne s'agit pas de s'y reconnecter, il s'agit de la laisser rayonner. Hein. Tu vois, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire d'identifier. Moi, j'aime bien, j'ai plein de post-it. Je suis Madame Post-it chez moi. Et donc, voilà. Et donc, quand je suis en consultation, je pose les post-it comme ça et je dis, voyez, voilà, ça, c'est le post-it de la trahison par votre ceci, cela. Ça, c'est le rejet. Ça, c'est l'humiliation, tout ça. Donc, voilà, de dégager, d'identifier. Mais pour pouvoir peut-être, la vie, quand on est médecin, tous les médecins et les non-médecins le savent, mais quand tu fais un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme ou électromyogramme, tu as une courbe. Hein, ça monte, ça descend, parfois c'est un peu aigu, mais voilà. Oui. Et ça, ce sont les échanges qui se font de part et d'autre de la membrane cellulaire. D'accord, échanges électriques ? Oui, ce sont des échanges électriques, exactement. Parce que nous sommes des piles, en fait. Hein. On est à la fois des piles, on est des... On appelle ça des batteries. Hein. Et en fait, ce que je dirais, c'est garder toujours l'œil sur le fait que ça échange. Ça s'échange. Parce que c'est parce que ça s'échange. Pourquoi ça fait ça ? Parce qu'il y a des ions positifs et des ions négatifs. Et qui jouent comme ça, entre guillemets, de chaque côté de la membrane. C'est ça qui donne le courant électrique. Donc si nous échangeons, si nous partageons, si nous parfois confrontons. Moi j'aime beaucoup l'idée du débat. Je suis pas d'accord avec toi, mais je donnerai ma vie pour que tu puisses t'exprimer. Enfin voilà. Hein. Je sais plus non plus qui a dit ça, mais peu importe. On l'attribue à Voltaire, mais paraît-il, ça c'est pas de lui. Oui, voilà, c'est ça. J'ai entendu ça il y a pas très longtemps, donc maintenant je dis plus Voltaire. Mais voilà, donc échangeons, relions-nous aux énergies de la nature. C'est pour ça qu'un des livres que je vais sortir dans pas très longtemps, c'est un livre sur les animaux. Alors, est-ce qu'on peut dire le titre ?
Oui, allez, on va dire le titre. Parce qu'il est... Quasiment fini. Ah oui, dimanche, ça, on met le dernier point. Et après, je pense qu'on va faire... parce que, voilà, Animal au poil. Animal au poil. Voilà. Ça, alors, ceux qui t'écoutent peuvent au moins aller retrouver le livre. Ils pourront le chercher. Voilà. On va le sortir dans très peu de temps. Animal au poil, en fait. Et je remercie à ce passage d'une femme qui se reconnaîtra probablement si un jour elle écoute cette conversation entre nous deux. Parce que c'est elle qui me l'a donné. Je lui ai donné les grandes... le synopsis, si je puis dire, du livre, et elle m'a donné une dizaine de titres. Et celui-là, je l'ai trouvé génial. Puisqu'il s'agit d'aller imiter finalement les animaux. Gratitude, simplicité, solidarité, capacité à passer. On voit des histoires où il y a un poisson ou un chien qui donne à manger à un poisson. Ouais. Enfin, on voit des trucs où on voit un éléphant ou un orang-outan récupérer un animal en difficulté, le sortir des flammes. Voilà, et c'est pas son petit. Donc les animaux pour moi sont un grand exemple. Donc je reviens à mon mot de reliance, puisqu'on était avec ce mot final. Reliance qui est de nous relier aux différentes modes d'expression du vivant. Le physique, la nature, on vient d'en parler. Les 4 piliers d'ailleurs d'un monastère, c'est la nature, l'étude, la solidarité, ou en tout cas voilà, l'écoute des uns des autres. Et puis la liturgie, c'est pas le bon mot, c'est la louange. J'aime beaucoup le mot de louange. Pas obligé de dire de faire une tradition, de s'enfermer dans une tradition particulière, mais louer, vraiment, ça, je crois que c'est vraiment important. Donc, en faisant ces activités-là, on se relie, en fait. Et si nous nous relions, nous restons vivants, même après notre mort. Et au moins, on peut partager quelque chose, de l'ordre de la joie. Voilà. C'est important. On peut échanger nos petits rayons comme ça. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut au moins partager. Oui, exactement. C'est vrai. Exactement. Merci infiniment, Odile, pour ton partage, ta sagesse, ce parcours atypique, plusieurs vies en une seule vie, et c'est pas fini, on espère, parce que tu rayonnes beaucoup de choses, et moi c'est ce qui m'a inspiré dans ce que tu nous partages, dans ces conférences. Donc j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à te retrouver, soit dans les prochaines conférences, qu'il y en a d'ailleurs qui sont programmées. Oui, il y en a une le 13 octobre, sur Hildegarde de Bingen, à Ferney-Voltaire, à propos de Voltaire. D'accord, alors où est-ce que les gens peuvent retrouver c'est encore avec l'Observatoire du réel ? Non, c'est avec un groupe de Savoyards. Comment on fait pour te retrouver ? Et pour l'instant, c'est pas encore tout à fait en ordre, mais dans pas très longtemps, on va faire quelque chose où ça sera plus facile. Mais si on tape mon nom, on trouve déjà des conférences. Oui. Ouais. J'en ai donné à Cara chez Liliane de Toledo. Et puis voilà, ils peuvent vraiment aller pêcher un peu. Il y a un petit sur des réseaux sociaux. Est-ce que tu es connecté ? Alors oui, je suis connectée. Je suis connectée, je suis partout. Sur Twitter. Parce que ça m'a semblé intéressant, ça, à propos de distribution. C'est du partage aussi. Voilà. Mais je vais monter ma web TV dans pas longtemps. Donc on te retrouve sur quel réseau déjà ? Alors dans un premier temps, je pense que si on tape mon nom, il y a plein de gens qui tapent mon nom et ils tombent sur des conférences que j'ai pu faire. Alors, connectez-vous, regardez Odile, Odile Ouaché, donc pas Myriam. Alors, on peut écrire les deux, Odile Ouaché ou Odile Myriam Ouaché, les deux sortes. Et Ouaché, c'est O-U-A-C-H-E, c'est au féminin, comme disait ma maman. Et on trouve déjà des choses. Mais dès que j'aurai quelque chose de plus formel, je te le transmettrai. Alors, on partagera. En tout cas, j'invite tous ceux qui nous écoutent à regarder les conférences qui sont accessibles sur le net. On en mettra une d'ailleurs, celle qu'on a filmée pour l'Observatoire du réel, en ligne sur la chaîne de Nexus très prochainement, parce que moi, je trouve que ça vaut le détour. Et c'est inspirant, voilà, tu as une énergie communicative. Merci. Donc c'est important, ça commence par là. Et puis j'espère te voir le 5 septembre pour cette grande soirée. Je te promets. Où il y aura, j'espère, beaucoup de joie, beaucoup de partage pour les 25 ans de Nexus. Voilà, donc je vous rappelle le message pour la grande soirée événement, de prendre vos billets. Les places partent très vite, il en reste quasiment plus. Donc le lien est dans la description et ce sera l'occasion pour nous de créer du lien. Je rappelle, Nexus veut dire lien entre l'art en latin. Voilà, donc ça ne s'invente pas. Donc ça nous tient à cœur. Voilà, la fameuse... le fameux 8. L'infini. L'infini. Voilà. Merci infiniment, merci Odile. Beaucoup. J'espère te retrouver bientôt. Merci. Et pour ceux qui veulent nous soutenir, voilà, je rappelle que Nexus est un média indépendant disponible en kiosque et sur nexus.fr. Et toujours sans publicité, c'est important de le rappeler. Voilà. Énorme. Merci Odile. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.